Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 178 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, la syllabe numéro 22. Alors, où est-ce qu'on en était? Où est-ce qu'on en était avec tout ça? Non, c'est vrai que, bon, on s'installe tranquille. J'espère que tout va bien de votre côté. J'espère que votre équipe ne perd pas trop de matchs, hein, sauf si vous êtes... quoique j'allais dire les Spurs, mais même les Spurs sont bons cette année. Même eux, ils font pas de tanking. Bref, ça y est, hop, je sens que je recommence déjà à divaguer. Donc oui, j'espère que tout va bien pour vous, que tout est tranquille, que vous avez pu vous remettre un peu des matchs sous la dent aujourd'hui, hein, après le fameux Election Day. On n'a rien eu du tout à voir comme match. Il n'y avait pas de match cette soirée-là. Cette soirée-là, non, je ne vais pas chanter. Bref, donc, la syllabe. C'est vrai qu'en ce moment, on enchaîne un peu les épisodes, mais comme expliqué déjà, la syllabe, c'est un peu notre série d'intersaison. Il se trouve que la saison a commencé, donc j'aimerais bien un peu finir et les expédier, puisqu'on est un peu en retard, aussi à cause de tous les transferts qu'il y a eu, hein, tous les Dame Lillard, les Jrue Holiday, les James Harden qui sont venus se mettre au milieu, en plus de ma programmation totalement nulle, où je n'ai pas assez bien calculé. Mais bref, donc, la syllabe, notre top 100 des joueurs de 2023, top 100 participatif, et justement, pour ce 22e numéro, quasiment le dernier, 22e, nous avons la chance de recevoir la participation, précisément, d'un nouvel invité sur le Basket Lab, mais que vous connaissez évidemment, puisque c'est Shai Mamou. Shai, évidemment, le pilier de Rivers depuis des années, et de Basket Session, le site Basket Session, le podcast Basket Session, que vous connaissez bien entendu, c'est un incontournable. Et donc Shai a très gentiment accepté cette invitation de venir classer avec nous les 100 meilleurs joueurs NBA de 2023, de la manière classique de on prend 5 noms au hasard à partir de notre playlist, on en discute et on les rajoute au classement, et vous allez voir que, en effet, il y avait encore quelques noms à rajouter, des noms très intéressants aujourd'hui, et notamment celui de Giannis Antetokounmpo, avec une petite surprise. Hein, c'est pas pour faire un peu du clickbait, pardon. J'aime bien traduire les mots, hein, pas dire le mot anglais, mais là, le mot français pour clickbait, il est pas très joli. Mais bref, oui, petite surprise. Hein, je vous laisse découvrir ça, la petite surprise qu'on a sur Giannis Antetokounmpo. Vous allez voir, c'était assez marrant. Je n'en dis pas plus, mais vous saurez quand vous l'entendrez. Vous comprendrez de suite cette petite surprise de montage. Et d'enregistrement même, d'ailleurs, surtout. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, 22e cuvée de notre top 100, la syllabe. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de la syllabe, notre top 100 de 2023, top 100 participatif avec plein de mondes, de médias différents. Et justement, nous accueillons un nouvel invité aujourd'hui pour ce top 100. On reçoit Shai aujourd'hui. Comment ça va, Shai? Eh ben, ça va très bien. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très, 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 très flatté de l'invitation et content de participer à ça. J'ai écouté un peu les précédents numéros et c'était super cool. Donc, très content d'être là. Eh bien, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et j'ai fait d'entrée l'erreur sur ton prénom. Pardon, c'est Shai, hein, c'est ça. C'est Shai, c'est ça. Excuse-moi, en plus, je viens littéralement te demander hors antenne il y a 30 secondes. Et je fais l'erreur. C'est parce qu'on a discuté de Shai Gilgeous-Alexander en même temps. Du coup, aucun souci, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Bon, alors Shai, que vous connaissez sans doute de Rivers et du podcast aussi de Basket Session. D'ailleurs, quelle est un peu l'actu en ce moment? Rivers, il y a un numéro qui est sorti en début de l'été, tu me disais? Ah, c'est ça, juste avant l'été, le numéro 12 du MOOC sur Boston. Donc, pour ceux qui connaissent pas, 3 fois par an, on sort c'est un hybride de livres et de magazines sur un thème à chaque fois précis. Ça peut être des villes, ça peut être un concept lié au basket, évidemment. Là, le dernier, c'était sur Boston. On travaille sur le prochain, dont on dévoilera bientôt le thème.
Et puis pour ce qui est des podcasts, on est tous les jours, tous les matins sur YouTube avec le CQFR où on revient sur l'actualité de la nuit, et le lundi après-midi sur un format un peu plus long de podcast qui dure en général 1 heure où on approfondit un sujet. Et enfin pour finir le mardi soir sur Twitch où c'est un peu concept radio libre, voilà, avec la late session. Ouais. Le fameux CQFR hein, tous les matins, avec une régularité exemplaire. Mais d'ailleurs, vous tournez, hein, vous êtes, c'est pas toi qui fais tous les matins non plus. Alors j'étais là presque tous les matins, à part 10 jours pendant l'été. Sinon, on tourne effectivement entre Antoine Pimel, Théo Messer, Benjamin Moubèche aussi qui est souvent là. Ouais. Mais on essaie d'être régulier. Ouais, on a eu Ben aussi effectivement qui nous disait que sur l'été, il avait été très très présent sur le CQFR tous les matins. Absolument, c'est ça. Ouais. Bref, donc voilà, évidemment, Basket Session et Reverse, vous connaissez bien entendu, je pense. Vous pourrez aller voir ça. Et donc, merci d'avoir accepté l'invitation de ce top 100. Un projet totalement loufoque, hein. Très très compliqué. Donc j'ai besoin d'aide, d'où la participation de plein de monde. D'ailleurs, on a un classement actuel avant qu'on rentre sur la cuvée du jour. Ouais. Est-ce que tu as des remarques sur le classement actuel, des gens que tu voudrais reclasser ou des remarques à faire plus généralement? En le regardant comme ça un peu rapidement, bon, globalement, il y a pas de scandale, hein. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Les rapports de force me paraissent plutôt bien. On n'a pas tous les mêmes critères, on n'accorde pas tous la même importance à, enfin, voilà, ce qui est important pour nous pour classer. Le seul petit truc, moi j'accorde beaucoup d'importance à la fiabilité physique entre guillemets, au fait d'être juste présent sur le terrain quand c'est important. Et même si individuellement, par exemple, je trouve que Kawhi Leonard sur le niveau intrinsèque, c'est top 5 hein, probablement. Je le trouve peut-être un tout petit peu haut si on part du fait qu'il est malheureusement pas souvent présent ces dernières années. Ouais. Sinon j'aime plutôt bien voir Jokic en tête puisque c'est un classement sur 2023 et que ça me paraît être quand même le joueur qui a été le plus dominant récemment et qui le sera probablement encore aussi au début 2023. Le reste me paraît plutôt bien. Peut-être Damian Lillard un peu haut, éventuellement aussi. Mais bon, c'est typiquement le genre de joueur aussi qui aime bien prouver qu'il a été sous-estimé et qu'il a sa place parmi les tout meilleurs. Donc sinon, globalement, j'aime bien voir Shai Gilgeous-Alexander. Donc forcément, avec nos accointances patronymiques, je le suis depuis très longtemps. Puis Kentucky, où je me disais juste, je vais faire des articles sur lui parce que c'est marrant d'avoir un mec qui a le même prénom que moi, mais il s'est avéré que c'est aussi un excellent joueur de basket. Donc le voir 11e, ça me plaît bien. Anthony Davis, que j'aurais classé peut-être plus bas à un moment. Je pense que s'il arrive à retrouver cette fiabilité physique, ça me paraît très bien de le mettre 10e. C'est quand même un joueur qui est assez dominant. Et si je m'arrête un peu au top 20, on va dire, pour pas aller trop loin, parce qu'après c'est du détail un peu, hein, et ça dépend des sensibilités. Pour 2023, Kyrie Irving me paraît aussi sur ce côté fiabilité, même si quand il est là, il n'y a pas de problème. Je le trouve aussi peut-être un peu au-delà du talent étourdissant sur le côté individuel, le côté instable. Même si c'est que sportif, hein, je sais, les critères sont normalement que sportifs, mais le fait qu'il soit un peu incertain et même dans le contexte de Dallas, je suis pas forcément convaincu. Alors peut-être un poil haut, mais c'est pas non plus. C'est dans ce range-là de toute façon. Voilà. Sur le reste, je suis à peu près globalement d'accord avec ce que tu m'as envoyé là. Non, mais effectivement, Irving, pour moi, il est un peu dans ce groupe de joueurs qui va de James Harden, Irving, Trae Young, Mitchell, Ja Morant, Paul George, où à peu près tous les noms sont à peu près interchangeables pour moi, selon la pondération à peu près. Mais non, mais j'entends totalement la nuance et la remarque. Et d'ailleurs, pour Kawhi Leonard, c'est un peu ça. Hein. Il est sauvé parce qu'on s'est dit que sur le classement, on n'allait pas se prendre la tête avec les blessures et qu'on évalue le joueur quand il est là. Mais effectivement, je te rejoins que si par contre on ajoute ce critère de disponibilité, je pense que je prends. Si tu me demandes de choisir qui est-ce que je préfère prendre entre Tatum et Kawhi, c'est vrai que je préfère légèrement le sportif niveau Kawhi, très très légèrement, mais oui, la disponibilité reste la qualité principale. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu une saison complète de Kawhi. Donc c'est un peu ce qu'il sauve, c'est qu'on a décidé de pas prendre en compte ce critère. Mais oui, dans la vraie vie, on va dire, si on faisait un classement plus général, c'est vrai qu'il faudrait le prendre en compte. Ouais. Je le comprends sans souci parce que je trouve que, au sortir de la saison avec Toronto, même le début avec les Clippers, c'était quasiment le meilleur joueur de la ligue, le plus impactant selon toutes les données possibles, ne serait-ce que sur l'impression visuelle. Bon, voilà, donc non, c'est pour ça que je disais que ça me choquait pas, c'est juste que c'est forcément je trouve ça important, cette disponibilité, mais sur le talent du joueur, ce qu'il apporte, il n'y a pas de souci, et on va pas exclure le fait qu'il ait encore des saisons pleines en lui, hein, on le souhaite d'ailleurs.
Oui. Oui, et du coup, sur le sportif pur, tu disais, toi, que même il pourrait aller gratter jusqu'à Damien Lillard. Alors, du coup, Butler, Lillard... Ouais, je pense quand même, parce que Ouais. bon, après, c'est pas moi, j'aime les joueurs qui sont bons des deux côtés du terrain. C'est un peu impensif, mais je le trouve quand il est dans sa meilleure forme, et on l'a vu parfois même sur des séquences avec les Clippers où il a pu enchaîner une dizaine de matchs. Je le trouve d'une efficacité terrifiante en attaque, défensivement quand il arrive justement aussi à enchaîner les matchs, c'est quasiment le meilleur défenseur de la ligue encore à ce jour, je pense. Est-ce qu'il est capable de le refaire? Je ne sais pas, mais sur le package complet, oui, pour moi, c'est un joueur top 5. C'est un joueur top 5 si on enlève ce paramètre de blessure. Ouais, ok. Et au niveau de tout en haut du classement, alors bon, Jokic, il est MVP, donc c'est normal qu'il soit premier, mais, Ouais. mais non, sur l'ordre un peu Curry, Embiid, Doncic, est-ce que ça te choque ou pas tant que ça? Ça me choque pas parce que Curry, c'est une attaque à lui-même, c'est une one-man offense qui est, qui est tellement dominante. Et puis c'est plus le joueur défensivement presque pénalisant qu'il a pu être en début de carrière. Il est parfaitement, il a vraiment progressé de ce point de vue-là. Non, ça me choque pas du tout. J'aime beaucoup Curry, je le trouve plutôt à sa place. Embiid, c'est le MVP. J'ai mes réserves sur lui dans le contexte de playoff, mais c'est un joueur qui est quand même d'une régularité assez exemplaire en saison régulière. Il est tout le temps dans la course au MVP. Ça me semble logique, et pareil, impactant des deux côtés du terrain, ça c'est indiscutable. Non, le reste, Kevin Durant, je le vois cinquième, je le trouve toujours indéfendable quand il est sur le terrain aussi, et qu'il n'est pas gêné par les blessures. Donc c'est vraiment très très dur de classer. Et ça, c'est très changeant. Il y a le côté, on peut aussi se baser sur ce qui est le plus récent, et forcément tu prends un Doncic qui est avec les Mavs, ça n'a pas été fou la saison dernière, donc il a glissé un peu, mais sinon peut-être que quelques mois plus tôt je l'aurais mis 2 ou 3. Enfin, là à l'instant T, le classement me paraît le haut du classement me paraît franchement bien, hein. Peut-être Jimmy Butler devant Lillard éventuellement, là quand je revois le truc, parce qu'il est récemment il a été invraisemblable dans le contexte de playoff. Non, mais sinon voilà, globalement je trouve ça très bien. Ok. Mais d'ailleurs, vu qu'on parle de haut du classement, je pense que dans la QV du jour, il y a quelqu'un qui va venir s'insérer là-dedans. Puisqu'aujourd'hui, nous avons du Derrick White. C'est à lui que je pensais. Non. Donc aujourd'hui, on a Derrick White, Austin Reeves, on a du Michael Porter Jr., du Giannis Antetokounmpo, je pensais plutôt à lui, et du Fred VanVleet. Donc QV très intéressante. Et d'ailleurs, question traditionnelle, comment est-ce que toi, tu les classerais les 5, les uns par rapport aux autres, ces 5-là, avant qu'on en parle un peu dans le détail? Ouais, bon, pour le haut, c'est relativement facile, je pense. Je pense que personne de sensé ne mettrait pas Giannis Antetokounmpo numéro 1 de ce top 5 là. Après, c'est plus intéressant parce que ça dépend aussi de ce qu'on attend des joueurs et de ce qu'ils ont fait récemment. Je dois avouer que j'ai été très très agréablement surpris par ce qu'a fait Michael Porter Jr. l'année dernière. C'est un joueur sur lequel j'ai été souvent sceptique, autant pour cette fameuse incapacité à enchaîner les matchs, à être apte à jouer au basket, que sur même l'extra sportif qui parfois se mêle avec le sportif, parfois c'est lié. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant dans sa démarche d'être un numéro 3 pour cette équipe, d'être offensivement bon, d'être défensivement en gros progrès, et je pense qu'il partait de loin. J'ai presque envie de le mettre numéro 2, c'est peut-être un peu surprenant, parce qu'il est pas All-Star, parce que VanVleet est devenu un meneur très solide en NBA. Donc comme ça, je dirais Michael Porter Jr. en 2 pour ce que je pense qu'il va être en 2023-2024 et ce qu'il a montré récemment. Ensuite, Fred VanVleet sans doute. Même si les derniers mois à Toronto étaient c'était un contexte particulier, je le trouve quand même extrêmement solide et fiable. Et pour les deux derniers, c'est plus compliqué, je trouve, parce que sur la dynamique récente, Austin Reeves, je l'ai trouvé époustouflant, et au-delà de toutes les attentes que j'en avais. Et Derrick White, j'aime ce côté polyvalent aussi, parce je le trouve bon et en progrès des deux côtés du terrain. Je vais mettre Derrick White 4e et Austin Reeves 5e, tout en précisant que je pense qu'on n'a pas encore tout vu de la part d'Austin Reeves. Voilà. Alors je suis d'accord avec toi sur Derrick White devant Austin Reeves, mais moi j'ai inversé les deux groupes du coup. Donc, j'avais Giannis en 1, et ensuite j'avais Derrick White et Austin Reeves. Et ensuite, Michael Porter et Fred VanVleet. Du coup, VanVleet en 5. Mais je crois qu'on est sur un groupe de 4 joueurs avec une homogénéité assez incroyable. C'est rare qu'on ait eu des QV comme ça. C'est compliqué. Non, oui, mais tu vois, tu me dis ton classement, ça me choque pas non plus. Mais ok, alors
faisons les discussions et on verra comment est-ce qu'on aboutit à tout ça organiquement, on va dire, après nos débats. Donc on peut attaquer. Tiens, attaquons d'ailleurs avec Fred VanVleet, si tu veux bien. VanVleet, je peux te faire le topo vite fait. On est sur 36 minutes par match. VanVleet, 69 matchs, 93 de true shooting plus, donc moins 7% d'efficacité par rapport à la moyenne. C'est pas très impressionnant. Sur 23% d'usage. Tu commençais un peu à le dire, mais c'est vrai qu'on reste sur une saison un peu décevante pour Fred VanVleet. Oui, ouais. Et je pense que là, de prime abord, c'est sûr que la saison est décevante. Les Raptors, de toute façon, ont été décevants, hein, forcément. On savait pas trop on n'arrivait pas forcément à comprendre quel était le projet. Et avec VanVleet, on savait qu'il y avait cette situation contractuelle qui faisait qu'il pourrait partir. La vraie baisse, c'est sa confiance sur le tir extérieur. Je trouve qu'il n'arrivait plus à mettre dedans. Et par contre, là où j'aimerais nuancer, parce que c'est vrai, hein, ce que tu dis, il y a rien d'impressionnant, et sur les stats avancées ou non, c'est décevant. J'ai écouté un podcast purement par hasard où l'un de ses coachs personnels, Mike Guevara, parlait du fait qu'il avait été opéré à la hanche à l'été 2022, et que ça l'avait énormément handicapé, particulièrement pour le shoot sur la saison écoulée, mais que là maintenant qu'il est à Houston et avec ce qu'il a fait les derniers mois, visiblement il est requinqué à 100%. Donc ça, après, ça reste, on est dans l'hypothèse, hein, de se dire est-ce qu'il va revenir à son meilleur niveau, mais j'ai plutôt confiance en ça. C'est pour ça que dans l'hypothèse de 2023, si je me place dans ce contexte de 2023 de la saison qui arrive, avec Houston où il va avoir un rôle important, et ce qu'on l'a vu faire les années précédentes où c'est devenu un All-Star, je me suis moins attaché à cette baisse qui peut paraître spectaculaire, et je continue de considérer que c'est un meneur titulaire d'une bonne équipe en NBA, je pense, tu vois. Ouais. Ah oui, tout à fait. Mais effectivement, je te rejoins en plus totalement sur le côté gêne de la blessure. D'ailleurs, tu parlais de ça a affecté son shoot. Effectivement, il est passé de plus de 37% l'an dernier à 34%. Ce qui est pas une baisse spectaculaire, mais vu qu'il en prend énormément, hein, il en prend quasiment 9 par match, oui, du coup, quand tu as moins la réussite au shoot et que c'est la majorité de ton répertoire, effectivement, l'efficacité baisse de manière directe, hein, en conséquence. Donc, c'est ça, il est là pour compléter sur ce que tu disais, je crois qu'il est dans le top 10 des joueurs qui ont pris le plus de tirs à 3 points les tirs qui sont pas dans le corner, tu sais, donc là où c'est un secteur un peu spécial, il y a des spécialistes, quoi, mais les tirs à 3 points qui sont pas dans le corner, il est top 10 et il a du nombre de tirs tentés, et il est très loin en pourcentage de réussite par rapport à ce qu'il a pu connaître avant, notamment. Mais je me suis un peu basé sur plus le passé récent, en occultant peut-être un peu volontairement les derniers mois qui ont été compliqués. Oui. Après, c'est ça, le fait est qu'on essaie de juger 2023, donc je vais être le bad cop, hein, mais effectivement, sur 2023, moi, c'est l'inefficacité qui me dérange. Et tu vois, tu comprends la saison 2022, pour moi, il est assez nettement, je dirais, deuxième de cette QV, en effet. Mais je sais pas à quel point. Alors, il y a deux choses. Il y a l'inefficacité en elle-même qui, pour moi, le fait un peu descendre en termes de valeur, parce que forcément, quand tu es à ce point inefficace, moins 7% par rapport à la moyenne, c'est pas rien, c'est quand même assez significatif. Donc il y a ce côté-là qui, pour moi, est assez négatif, qu'on peut expliquer par le shoot qui est un peu plus moyen que d'habitude, par le drive où il a jamais été bon, il est parmi les gros drivers, il est plutôt vers la fin, hein. Les gros drivers à plus de 10 drives par match, pardon. Il est 38e sur 48 en termes d'efficacité. Donc le drive, ça a jamais été son truc. Au niveau des lancers francs, plutôt moyen aussi. Donc voilà, donc il y a ce côté inefficacité qui me plaît pas tant que ça, moi, et qui, je pense, il y a de la valeur qui fuit, mais en même temps, c'est pas que ça, VanVleet aussi. Il y a aussi je peux te lancer sur le côté, il y a aussi de la défense et du passing aussi. C'est ça, c'est cette progression qu'il a eue un peu éclair, hein, avec les Raptors, qu'on n'avait pas forcément vu venir sur la saison du titre et après. Moi, ce qu'il a montré après le titre, le fait qu'il soit resté un joueur très stable, que ce soit de rester un très bon défenseur, un joueur accrocheur, un playmaker de qualité au point d'être un All-Star tout simplement, hein, d'avoir toujours un nombre de passes, une moyenne de passes relativement élevée, même sur la saison dernière où, si je dis pas de bêtises, il était autour de 7 passes, non, je crois.
Ouais, je crois, ouais. C'est ça. Hein. Enfin, voilà, dans un contexte difficile, enfin où autour c'était un peu flou sur ce qui se passait sur le terrain et en dehors, je continue de considérer que c'est un très bon playmaker pour l'NBA, un défenseur très très compétent. Et je pense d'ailleurs que ça se verra à Houston. Hein, je me projette un peu, mais je pense que malgré le contrat qui peut paraître un peu élevé, hein, je crois que c'est 3 ans, 130 millions, quelque chose comme ça. Ouais, ça peut paraître élevé pour ce qu'il a montré récemment, mais comme tu le dis, je pense que c'est une garantie en termes de playmaking et de défense, et ça peut être aussi considéré comme un luxe à l'heure où on a des doutes sur certains joueurs sur ce poste-là, où je trouve que Van Vliet a ce côté métronome, un peu chef d'orchestre qui est quand même appréciable en NBA aujourd'hui. Tu sais ce que tu vas récupérer avec lui. Il n'y a pas d'incertitude. Ouais. En dehors du terrain, il n'y a pas de drama. C'est peut-être pour ça que peut-être j'ai eu tendance à le surcoter, mais à le mettre assez haut dans ce top 5 là que tu m'as proposé. Non, mais je suis d'accord hein, sur ce côté passing. Alors, on n'a pas un passeur créatif génial ou quoi que ce soit. Ouais, clairement. Mais par contre, on a un meneur passeur très intelligent qui évidemment a tous les basiques, pick and roll, drive and kick. Bon, c'est limité par son drive, mais en tout cas qui a un peu les bases de la distribution et qui le fait très bien avec beaucoup de responsabilités. Et il a un rendement très intéressant là-dessus. Avec en plus comme bonus le fait qu'il fait très très peu de turnover comparé à son nombre de responsabilités justement. Donc ça c'est aussi un bonus pour moi qui vient aussi en partie rattraper le côté inefficacité du scoring, hein, parce que une possession est une possession. Donc si tu arrives à limiter tes pertes de balles, bah oui, ça fait quand même des cartouches en plus. Donc tu vois, il est à peine à 9% de turnover percentage, ce qui pour un passeur qui a une telle capacité, une telle tendance à distribuer le jeu, c'est assez peu, hein, 9%. D'habitude, on est quand même plus haut que ça en termes de déchets, mais lui, il a ce côté-là. Donc c'est finalement à quel point ça compense le manque de créativité. Pas non plus totalement, mais en partie, je pense, assez nettement. Là, du coup, tu as ciblé ce qui fait que je l'ai mis aussi haut, parce que c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais je suis assez fan, je suis assez sensible même les stats du type le ratio assist-turnover. Ça me fait aimer parfois de manière déraisonnable des joueurs qui sont pas si forts, type j'ai oublié son nom, Monty Morris par exemple, tu vois, Tyus Jones, des joueurs comme ça, j'adore leur assist. Tous les joueurs de Washington, là, Delon Wright aussi. C'est ça. J'aime beaucoup les joueurs qui perdent peu le ballon. Je sais que du coup parfois c'est aussi corrélé à une absence de prise de risque ou de créativité à la passe. Mais c'est vrai que peut-être inconsciemment ça me les fait mettre assez haut dans la hiérarchie des meneurs. Et puis la défense aussi. Moi, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a quelqu'un qui est largement au-dessus de la moyenne au niveau de la défense. Qui est limité par sa position, qui va pas avoir le volume défensif d'un intérieur ou d'un ailier, bien sûr, mais qui, je pense qu'on est vraiment sur quelqu'un qui est largement au-dessus de la moyenne sur son poste de meneur, qui est aussi assez intelligent, donc ce qu'il n'a pas en termes de volume et de centimètres et d'explosivité pour aller faire de la protection du panier. Par contre, on a un bon impact, une bonne présence défenseur positionnel, etc. Et qui même sur l'homme est assez intéressant avec le côté vivacité et costaud en fait. Exactement, ouais. Non, je suis d'accord. C'est vraiment quelque chose qui plaît dans sa faveur. Après, voilà, moi j'ai toujours tendance aussi à me projeter un peu, et je pense que si je le mets là aussi, c'est que j'imagine toutes les qualités qu'on a évoquées se répercuter de manière positive à Houston. Tu vois, dans ce contexte-là, j'ai l'impression qu'on va voir encore plus, vu que c'est un profil qu'ils n'avaient pas vraiment, vu que leur backcourt était un peu d'un autre genre, on va dire. Là, j'ai l'impression que on va voir encore plus les qualités qu'on a évoquées, et qu'on va voir un changement un peu spectaculaire en termes de nombre de victoires, même si je dis pas du tout que Houston va venir chambouler l'Ouest, hein, mais je pense que Van Vliet, dans ce contexte-là, on va se dire, ouais, quand même, c'est quand même un sacré bon meneur, c'est quand même un excellent défenseur, un bon distributeur, et je pense qu'on va voir toutes ces qualités-là s'exprimer encore mieux à Houston. Mais je pense vraiment que c'est une, comment dire, c'est pas lui qui va te faire des différences. Mais c'est une assurance tout risque en un sens, tu sais, il te faut une star à côté, et c'est peut-être ça qui a manqué à Toronto, c'est que justement il était peut-être un chouïa trop dans la hiérarchie, mais pour moi ça peut être un meneur titulaire de n'importe quelle très bonne équipe NBA sans problème, quoi. Je veux dire, tu la mets n'importe quel contender ou finaliste de conférence de ces dernières années, bah, il fait pas tâche, quoi, parce que le scoring est pas efficace, mais je me demande à quel point c'est juste un peu aléatoire au niveau du shoot, ou alors
du trop plein de responsabilités, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de compromis avec ce profil-là. C'est quelqu'un qui peut avoir du spacing, qui peut opérer avec la balle et qui défend. Donc c'est un joueur qui est viable dans plein de contextes, même si moi je retiens quand même l'inefficacité de facto, vu qu'on juge de facto. Mais du coup, si on fait la transition vers le classement, où est-ce qu'on l'imagine alors ? Alors, où est-ce qu'on le met, Fred VanVleet ? Alors, je regarde un peu. Est-ce que c'est top 30, par exemple ? Est-ce que le top 30 me semble un peu haut parce que je vois Jrue Holiday, parce qu'il apporte défensivement et même au-delà, me paraît un peu au-dessus. Bref, là, je vois Jamal Murray 36e, c'est ça ? Oui. C'est ça, si j'ai bien le dernier. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai du mal à le mettre en 2023 devant Jamal Murray avec ce qu'on a vu récemment. Oui. Je vois Desmond Bane que j'adore Desmond Bane, c'est sûr aussi. Moi, j'étais plutôt la zone Marcus Smart, Chris Paul, Brogdon, plutôt vers la 50e, personnellement. Ok. Mais c'est peut-être bas pour toi, alors c'est ça ? C'est peut-être un tout petit peu bas pour moi. Faudrait peut-être un poil au-dessus. Mais bon, Smart Defensive Player, ouais. C'est quand même, on peut le coller à Smart, hein, sinon... Je pense que je le mettrais là et ouais, je pense que je le mettrais dans cette zone-là. Ouais. Je vois les noms qui est un peu autour. Et après, c'est difficile d'un côté quand pour les places qui sont l'une à côté de l'autre, que t'as des joueurs d'un profil tellement différent. C'est ça, ouais. Wendell Carter que j'aime bien en plus, qui me paraît moins safe qu'un VanVleet, mais d'un côté, non voilà, ouais. Allez, on va dire c'est un peu large peut-être, mais 45-50, ça me paraît un range acceptable. Ouais. 4 et 51, ouais, si voilà, dans cette range-là, si c'est à peu près ce que t'imaginais. Alors, en vrai, moi, j'imaginais plus bas. J'imaginais plus bas. Ouais. Tu vois, notamment, j'avais Dejounte Murray, qui, je trouve, a pas mal de similarités, qui est 58. Après, tu me diras, c'est peut-être Dejounte Murray qui est un peu bas. C'est pas impossible non plus. Peut-être. Mais il y a des joueurs comme ça où on a pénalisé l'inefficacité. Ouais. Mais ça me va aussi, effectivement, du coup, de couper la poire en deux et de le mettre vers Marcus Smart et Chris Paul, qui ont aussi ce côté peu efficace au niveau du scoring individuel, mais de la valeur par ailleurs au niveau du passing, voire de la défense. Ouais. Mais ça me va si on le met entre Smart et Chris Paul, du coup. Si c'est ok pour toi, je trouve que c'est pas mal. Je comprends que la pénalité pour le manque d'efficacité, ça, y a pas de souci. Mais je pense que oui, ça me paraît être sa place à l'heure actuelle. Si on prend en compte les derniers mois à Toronto, ça me paraît pas mal. Ouais. Bah, disons que pour moi, si on avait le VanVleet de l'an dernier qui était efficace, on serait effectivement peut-être pas loin du 35e, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut bien que je me mette en tête qu'il faut prendre le passé très récent et même le niveau actuel, et que j'ai toujours un peu tendance à me projeter, à l'imaginer dans un contexte, à me dire là, Houston, il sera à top 30 par exemple. Enfin, tu vois. Mais il faut garder la tête froide et essayer d'analyser ça plus froidement. Je pense que c'est pas mal, c'est un bon compromis là. Eh bien, faisons comme ça alors, et donc non, j'allais dire avançons. Non, il y a un quiz. J'avais failli oublier le quiz. Petit quiz pour finir, nous sommes le 2 avril 2023. Et c'est une action marquante. C'est la 20e passe décisive de Fred VanVleet dans un match, qui est le record de Toronto. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action marquante, de cette passe, la 20e passe, record de Toronto? On est contre Charlotte. Contre Charlotte, d'accord. Allez, c'est pas facile. J'aurais dû m'y préparer, tiens. Donc c'était en 2023, c'est cette année. Ouais, 2 avril 2023. En avril, ouais, je m'en rappelle. Il doit y avoir Scotty Barnes. Oui. Pascal Siakam. Oui. Le pire, c'est que j'allais te dire qu'en plus Toronto cette année, c'était une des équipes que j'avais moins regardées. J'allais commencer à partir sur les Dalano Banton et tout ça, mais... Alors, pas Banton, mais un autre. Malachi Flynn, peut-être. Exactement, Malachi Flynn est là, tout à fait. Il est sur le terrain. Et il te manque juste le pivot qui est arrivé en cours d'année. Il y avait Poultl est arrivé, non? Exactement, Jakob Poeltl est là. Ok. Jakob Poeltl est là, donc voilà pour Toronto. Est-ce que tu as qui est sur le terrain aussi côté Charlotte? Il n'y a pas Lamelo, c'est sûr, il devait être blessé. Non, en avril, ouais, il était blessé. C'est probable. Il doit y avoir, que je te dise pas de bêtises, à Charlotte, PJ Washington. Il n'est pas sur le terrain. Ah non, il était sans doute blessé. Charlotte. Est-ce qu'il y a l'ami Kai Jones qui fait parler de lui en ce moment? Exactement, il y a Kai Jones, en effet. Je me fie un peu à l'actualité. Il doit y avoir Terry Rozier.
Pas Terry Rozier, il y a un remplaçant, puisqu'on est en avril, donc peut-être qu'ils avaient essayé de perdre encore plus. Ou alors juste ils faisaient jouer les jeunes. D'ailleurs, c'est un jeune français. Ah oui, Théo Malédon, forcément. Exactement, Théo Malédon est là. On avait aussi un jeune meneur, un jeune pivot aussi. Un jeune pivot, Mark Williams. Exactement, Mark Williams. On a aussi un récent choix de draft. D'ailleurs, à Charlotte, c'est un peu beaucoup de mouvements hors terrain, on va dire. Un jeune qui a fait parler de lui. Un jeune qui a fait parler de lui. Attends, ça y est, j'ai un trou. Ils avaient qui cette année? Non, McDaniels, c'était pas cette année. C'est pas McDaniels qui avait été échangé aussi, qui sort en cours d'année, donc il est plus là en avril. Oui, logique. C'est quelqu'un qui a été drafté loterie, je crois, en 2021, 11e pick de 2021. Attends, si, c'est James Bouknight. Exactement, James Bouknight. Oui. Tout à fait, ouais. Et puis le dernier, c'est un ancien, très jeune aussi, un jeune phénomène, mais qui a jamais confirmé, c'est un Ukrainien. Ça te parle ou pas? Un Ukrainien. Ouais. Attends, il n'y avait pas Mirai Yuk. Exactement, c'est lui. Si, j'avais oublié qu'il avait joué là, tu vois. Svi Mikhailuk, qui est arrivé à 14 ou 15 ans à Kansas. Qui était vraiment un phénomène annoncé, mais qui a un peu calé même à Kansas à l'époque. Mais bref. Voilà qui a sur le terrain au moment de cette 20e passe de Fred VanVleet. Et donc on avance. On peut aller sur Michael Porter Jr. si tu veux bien, vu qu'on hésite un peu entre tous ces noms-là. Michael Porter Jr., je te fais le topo, 29 minutes par match en moyenne, 62 matchs, 107 de true shooting plus, donc plus 7% par rapport à la moyenne au scoring, c'est pas mal. Sur 23% d'usage, un plutôt bon volume aussi. Et ce qu'on peut dire pour te lancer, c'est qu'on est sur la saison du comeback, très satisfaisante saison après la blessure de 2022. Exactement, c'est ce que je disais un peu quand on parlait du classement entre eux. Là, pour le coup, si on se base sur la dynamique récente et ce qu'il a montré, forcément très très optimiste et très encouragé par ce que j'ai vu de Michael Porter, avec une capacité peut-être parfois à mieux gérer sa frustration, parce que moi je me souviens qu'en playoff, il hésitait pas même parfois à critiquer un peu les choix de coaching, le fait qu'on l'alimente pas assez, alors que forcément, alors qu'autour il y avait quand même du beau monde. Mais en tout cas, voilà, si on prend récemment, je l'ai trouvé vraiment bien, quasiment partout, c'est-à-dire impactant en attaque. Il a quand même un surdoué au niveau du shoot et de la capacité à créer son shoot. Je trouve que c'est même sur le strict plan visuel, c'est assez magnifique. Au niveau scoring, je crois qu'il était à 17 points de moyenne. Alors en playoff, il était moins impactant, je trouve, mais il s'est un peu plus sacrifié, si on peut utiliser ce terme-là, où j'ai trouvé que défensivement, il avait bien fait les efforts, qu'il restait correct en attaque sans être étourdissant. Ce qui est encourageant, c'est justement qu'il arrive à se défaire un peu des blessures, à enchaîner les matchs et à trouver sa place dans cette équipe-là. Ça a été un peu je l'ai un peu vu comme un soldat prêt à accepter un rôle qui est peut-être inférieur à ce que son talent lui prête. Ouais. Et je pense qu'il a des stats bien supérieures dans les pattes. Si on prend un monde où il est débarrassé des blessures et où il joue peut-être dans une autre équipe, ou pas peut-être d'ailleurs, on va le voir cette année, mais je le trouve assez incroyable offensivement. Il y a toujours eu des limites défensives. C'est un euphémisme en début de carrière, même à la fac, c'était très 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 léger de ce côté-là, malgré un gabarit pas inintéressant. Comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup douté de lui, tout en reconnaissant toujours son potentiel, pour ce que j'ai dit, pour la remise en question du coaching, pour les problèmes de dos, les déclats un peu malaisantes parfois sur l'extra sportif. Voilà, si on s'en tient au terrain, je trouve qu'il est sur une pente très ascendante et je suis très curieux de voir ce qu'il va faire la saison prochaine, maintenant qu'il y a le titre qui a été gagné. Est-ce qu'il va se contenter de ce rôle un peu de soldat, j'allais dire de lieutenant, mais il y a déjà Jamal Murray là-dedans, mais je suis curieux de voir quel joueur ça peut devenir, et là, à l'instant T, je le trouve déjà quand même très très bon. Ouais, il y a déjà un lieutenant, mais Jokic est en train de monter une armée avec plein de lieutenants, des caporals, des capitaines. Gordon et compagnie, effectivement, c'est ça. Ouais, il y a du gradé à côté de Jokic. Mais non, mais effectivement, je crois que tu l'as dit, le plus important, c'est que la santé a tenu.
Oui. déjà. 62 matchs pour lui, après une grosse blessure, après un passif aussi, pas mal de blessures. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais son frère, John Tay Porter aussi, Oui. qui est une sorte de mini Jokic, intérieur passeur avec des instincts incroyables, qui a jamais joué en NBA, mais parce que très blessé. Je crois Ouais. qu'il y a une sœur aussi qui a eu des problèmes de blessure dans un autre sport, mais je veux pas te dire de bêtises, mais Ouais. donc voilà, c'est quand même bien de voir qu'il y a une vraie saison, en tout cas, avec même des playoffs au bout, et la santé a tenu, donc ça c'est quand même très bien. Et vraiment, je crois que Porter est un profil extrêmement atypique, voire même un des profils les plus atypiques de toute la NBA pour moi, mais toutefois très très intéressant, quoi, parce que il y a des grosses faiblesses, mais quand même des grandes forces, on va dire. Parce que, alors, ça aussi, il faut se souvenir, avant l'Eurobasket 2017, il était classé dans les mock drafts devant Luka Doncic. Voilà, c'est pour dire à quel point est-ce qu'on était sur un méga... énorme talent, énorme hype Exactement, au lycée, même avec Missouri après. Mais tu vois, je dis ça aussi parce que je pense que les scouts à l'époque se plantaient un peu, à mon sens, parce que il a un côté taille et shoot qui rappelait beaucoup Kevin Durant, en effet, mais il lui manque par contre tout le côté le dribble, en fait, tout le côté drive, le côté dribble, le côté capacité de créer balle en main. Pour moi, on est plus sur on va dire, je vais être méchant exprès, je crois que j'ai déjà dit, mais enfin pas exprès, pardon, méchant pas exprès, mais pour moi c'est Bryn Forbes qui fait 6-10, quoi. Et je dis ça dans le sens Bryn Forbes parce que shooter d'élite, mais en même temps shooter d'élite avec la taille de quelqu'un qui fait 6-10, et donc ça a aussi plein de répercussions très positives par rapport à justement un simple joueur gadget du shoot, parce qu'avec la taille il peut faire des cuts beaucoup mieux que justement d'autres joueurs plus petits. Donc là-dessus il fait pas de drive d'ailleurs, hein, il fait même pas 3 drives par match sur 30 minutes de jeu, même pas 3 par match. C'est très très faible. C'est pas son truc, ouais. Mais par contre il a la taille pour faire des cuts, il a la taille pour, quand il shoot, il est pas comme Bryn Forbes, il est pas comme des petits shooters comme ça, quand il shoot personne peut le contester, donc ça a une énorme valeur. Et en plus, shooter d'élite, donc plus de 41% à 3 points sur un énorme volume de plus 7 par match. Même en catch and shoot, il est à 44% quasiment sur les catch and shoot. C'est tout en haut de la NBA quasiment. On est top 15 parmi les gens qui tentent des catch and shoot régulièrement. Donc ouais, pour moi, on a ce profil assez atypique, mais qui a néanmoins beaucoup de valeur sur le côté shoot d'élite. Pas assez peu de création balle en main sur du dribble et sur du drive. Mais le gros point positif aussi de cette année, c'est la défense aussi. Ouais, les progrès sont assez spectaculaires. J'ai trouvé que en termes de, ne serait-ce que de l'effort, parce que bon, il y a plein de paramètres qui permettent d'analyser de la défense. Moi, je m'en tiens quand même assez souvent. Je suis pas forcément un stat guy sur les stats avancées. Je trouve ça intéressant, hein, et c'est utile, mais je m'en réfère beaucoup quand même à l'impression visuelle, à ce qu'on voit sur les matchs. Surtout que les stats défensifs, faut faire attention quand même, quoi. Oui, voilà, bien sûr, ça reste très difficile à mettre en pratique. Je trouve, ne serait-ce que sur l'effort, où avant parfois on le voyait clairement un peu dormir ou s'oublier sur le terrain, ou pas avoir envie de faire l'effort. Là, je l'ai trouvé au diapason du reste de l'équipe. Il a tenté des choses, il les a réussi. Je dis pas qu'on est sur un défenseur d'élite, hein, mais il y a cette courbe de progression de partout qui me semble aussi s'appliquer à la défense et à la volonté en tout cas d'être ne serait-ce que utile en défense. Oui, clairement pas défenseur d'élite, mais défenseur viable. Ce qu'on n'avait pas forcément avant, pour le coup. Mais en effet, on a des progrès sur la défense sur l'homme, où justement, il utilise pas mal sa taille, et il est assez mobile aussi pour sa taille. Donc il y a un côté implication que je trouve un peu meilleur, et qui de facto fait que il tient mieux sur de la défense dans le périmètre, face au ballon, face à son attaquant. Et surtout aussi, il est moins perdu, je trouve, dans la défense collective. Et c'était peut-être ça le plus inquiétant, à mon avis, les dernières années, enfin ses premières années en carrière. Je crois que c'est la série contre Portland, ou alors non, contre Phoenix, où Phoenix le cible, mais le cible pas en l'attaquant frontalement, il le cible en tant que défenseur qui est côté faible et qui doit faire la rotation, ou alors qui doit savoir gérer, est-ce que j'aide ou est-ce que j'aide pas. Et Phoenix, en 2021-22, je sais plus, mais n'arrête pas de le cibler. 2021, quand il n'était pas blessé, pardon. N'arrête pas de le cibler comme ça. Et là, c'est vrai qu'on a vu qu'on avait affaire à un défenseur, comme tu dis, qui est toujours pas parfait, mais qui au moins était viable, et qui au moins était pas perdu. Et donc, on a un combo sur le ballon, et même sans ballon, en défense sans ballon, défense collective, où on a enfin quelqu'un d'intéressant. Et donc, ce qui fait que, oui, du coup, comme il peut être sur le terrain, il est pas handicapant en défense, tu peux le mettre sur le terrain pour profiter de son spacing et de ses qualités, qui sont quand même très, très intéressantes. Ouais, c'est ça. Je me demande à quel point sa progression s'est aussi accompagnée. J'ai l'impression, en tout cas, qu'elle est liée à cette espèce de prise de maturité qui a eu l'air d'avoir lieu. Quand on l'écoute parler, on n'a pas l'impression que c'est la même personne.
Je sais pas si c'est lié à sa relation avec les autres joueurs, avec peut-être une meilleure relation avec Michael Malone aussi, mais bon, dans tout sur et en dehors du terrain, j'ai l'impression d'avoir vu quelqu'un d'un peu nouveau et ça a grandement profité à Denver. Et je pense aussi là, toujours parce que j'adore m'avancer un peu, j'ai l'impression que ce qui fait que Denver est une équipe qui a une vraie chance de faire un back-to-back, et on sait à quel point c'est compliqué, c'est que ils ont avec Michael Porter Jr. notamment, un noyau dur de joueurs qui sont à peine dans leur prime, parfois pas encore dans leur prime, comme c'est son cas. Et c'est quand même, voilà, je pense qu'on a vraiment pas encore tout vu de sa part. S'il reste sur ses bonnes dispositions et sur cette volonté de continuer d'être un défenseur viable, comme tu dis, et de s'imbriquer dans un collectif plutôt que d'être un soliste, parce que moi, quand je l'ai vu arriver en NBA, même avant la draft, on pensait que ça pouvait être surtout un soliste, un énorme scoreur, et pas forcément capable de s'imbriquer dans un gros collectif. Et là, il a vraiment montré que il en était tout à fait capable, et je pense que ça va aussi, Porter Junior est clairement, comment dire, il va être décisif dans ce que vont pouvoir faire les Nuggets, que Michael Malone n'arrête pas de répéter qu'il veut pas se contenter d'un titre et qu'il veut plus, ce qui se comprend vu justement l'équipe qu'il a, et je pense que Porter est peut-être même plus important que ce que la plupart des gens pensent dans ce projet-là. Bon, après, j'étais peut-être un peu sévère quand je dis Bryn Forbes de 6-10. On devrait lui dire à Michael Porter, juste, qu'est-ce que tu penses de la comparaison? Est-ce que ça te convient, Bryn Forbes? Non, alors justement, je peux en prendre une autre, justement. C'est une sorte de Klay Thompson de 6-10, ça peut être l'objectif. Parce que Klay Thompson a un peu ce profil de shoot d'élite et de pas beaucoup de création sur dribble, même si quand même il en avait un peu plus. Mais voilà, je pense que si Porter peut tendre à ça, c'est-à-dire développer un peu ce côté, un peu plus faire de l'isolation parfois, un peu plus faire un peu de drive, ça sera jamais génial, mais ça peut aider à solidifier et à atteindre ce niveau, en tout cas ce profil et ce niveau qu'avec Klay Thompson, un peu dans ce registre-là, on va dire. Ça peut être très intéressant, quoi. Ouais, ce sera génial s'il arrive à être ça. Après, il aura jamais la défense de Klay Thompson. Bien sûr, ouais. Pré-blessure évidemment, mais oui, ça me semble être assez pertinent comme trajectoire à essayer de suivre. Oui, en effet. En plus, il va avoir un gros salaire, donc s'il pouvait tendre vers un niveau comme ça, c'est clair. Ça peut être bien. Bon, il a que 25 ans, tu me diras, mais tu vois, autre stat aussi, deux stats d'ailleurs. Bon, les drives, j'en ai déjà parlé, mais le taux de lancer franc, le free throw rate plus, donc le taux de lancer franc ajusté à la moyenne, juste on regarde à quel point il va chercher de lancer franc par rapport au reste de la NBA, il est quasiment 50% en dessous de la moyenne NBA. Son score est 50% moins grand que... Donc c'est très très faible, en effet. Mais surtout, autre aspect, 84% de ses paniers étaient assistés. 84. C'est ce qui montre bien ce côté role-player, hein. C'est pour ça que j'exagère un peu avec Bryn Forbes, évidemment, mais pour faire passer l'idée, mais on est vraiment sur un role-player qui pour l'instant n'a pas la création, mais qui a aussi une valeur, hein, parce que c'est pas que des 3 points dans le corner à rien faire, quoi. Il y a du mouvement, donc il y a une certaine forme de création. Il y a le côté cut que, comme je disais, c'est pas des cuts que tout le monde peut faire autour de Jokic parce qu'il a la taille et donc il peut dunker des ballons que certains ne peuvent pas se libérer un tir dans ces situations. Mais voilà, il y a des petites limitations pour moi pour l'instant. On verra pour la suite, mais pour l'instant il y a ce côté très assisté entre guillemets. 84%, c'est énormissime, quasiment tout son genre en fait, hein. Et quasiment pas de passing non plus, on n'en a pas trop parlé, mais au passing on est vraiment, c'est abyssal, quoi. C'est peut-être un des pires de NBA en tout cas il participe pas vraiment à cette tâche-là, on va dire. Ouais, clairement. Donc s'il fait un profil, c'est pour ça que je dis des profils extrêmement atypiques, parce que des grandes forces, mais aussi des grandes faiblesses, quoi. T'as raison, mais c'est aussi pour ça que là il est parfait dans ce contexte où il y a un playmaker extraterrestre, quoi. Ouais. Et d'autres joueurs capables aussi d'impacter offensivement. Donc là il était bien, il y a quand même un peu moins de pression que s'il s'était retrouvé dans une autre franchise où le talent avec lequel il a débarqué en NBA lui aurait peut-être conféré un autre rôle ou d'autres attentes. Là, c'est le genre de joueur dont justement je suis curieux de savoir s'il va, comme je disais tout à l'heure, s'il va rester dans cette dynamique de carrière-là, ou s'il va vouloir chercher un autre type d'utilisation et de rôle presque. Et donc si on passe au classement, je crois que tous les deux on l'avait en dessous de Fred VanVleet. Donc on peut regarder à partir de là. Moi, j'avoue que j'ai du mal à le voir, par exemple, devant Wiggins, mais je sais pas toi, où est-ce que tu le situerais un peu en dessous, dans cette zone? En dessous de Wiggins, on part du principe qu'il a été role-player et que s'il est tout seul, c'est plus compliqué. Quoique Wiggins a été pas mal absent, mais on peut, je sais pas.
Ouais, mais c'est vrai dans ma tête, il y a encore la saison précédente qui avait été énorme et quand Wiggins a été là, je trouve qu'il a été bon. Ouais. En tout cas, je mets ça devant Robinson, devant Poltel, peut-être devant Josh Hart aussi, Brogdon. J'aurais tendance aussi à mettre Porter Junior devant pour la fiabilité récente, peut-être. Ouais. Alors peut-être entre Wiggins et Brogdon. Ouais. Oui, ça peut s'entendre en effet. Ouais. On peut le mettre par là. Et d'un côté, quand je vois juste au-dessus, enfin un peu au-dessus Kyle Anderson, aujourd'hui j'ai l'impression que Porter semble un peu supérieur. Et j'aime bien Kyle Anderson, attention. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Alors Kyle Anderson, il a plus de création à proprement parler. En fait, c'est l'inverse de Porter. Il n'a pas de spacing, mais il a toute la création balle en main, un peu plus. C'est ça. Mais du coup, ce qui ferait que de facto, si je regarde, du coup, on le mettrait au-dessus d'un groupe de role-players 3&D, type Harrison Barnes, etc. Ouais. Ça te va? Je pense que c'est pas mal, ouais. Et du coup, il serait aussi devant KCP? Ça te va aussi? Ça me va aussi, ouais. À Denver? Ok. Ouais, je trouve que ça me va, ouais. Parce qu'on est sur un classement c'est des individus, du coup, en tant qu'individu, en tant que joueur, même juste soliste, ça me semble bien, ouais. Je suis d'accord. Non, mais ça me va entre Wiggins et Brogdon, ouais, comme tu dis, ça peut le faire. Ok, bien, faisons comme ça. Et donc, il est aussi 4e Nuggets de la liste, puisqu'on a Jokic, ensuite Murray. Gordon est un peu plus haut, si je dis pas de bêtises. Et donc Porter un peu plus bas. Petit quiz pour finir, nous sommes le 7 janvier 2022. Bon, alors une action marquante, j'en ai trouvé une qui est pas hyper marquante, mais le quiz était marrant. C'est un 3 points avec la faute, un 3 points avec N1 contre les Spurs. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action 3+1 de Porter contre les Spurs? De Porter contre les Spurs, alors attends, tu me dis 2022? Ouais, 7 novembre 2022. Réfléchissons. Donc alors bon, c'est il y a pas si longtemps, donc ça doit être trouvable tout ça. On va faire la base. Donc Jokic était là. Oui. Du coup, KCP. Ouais. Jamal Murray. Oui. Aaron Gordon. Exactement. Voilà. T'as les 5 à Denver. Voilà. Je me suis pris la tête pour rien. Je pensais à la saison d'avant, mais ouais. Mais les Spurs, ça va être marrant. Ouais. Donc les Spurs de l'année dernière, j'imagine qu'il doit y avoir, il y a du Keldon Johnson. Oui, tout à fait. Des Vin Vassell. Oui. Attends, du coup, tu m'as dit que c'était en novembre? En novembre, donc effectivement, il y a un pivot qui n'est pas parti. Voilà, c'est ça. Poltel devait être encore là. Exactement, Poltel est là. Jérémy Sohan devait être là aussi. Il était peut-être par là, mais il n'était pas sur le terrain. Nous avons un backup. Un intérieur backup qui est passé par OKC notamment. Un jeune. Trey Jones? Non, plutôt intérieur. Intérieur, pardon. C'est lui qui fait la faute. Attends, par OKC, il y avait... Tant que je dise pas de bêtises. Il n'y avait pas Robbie? Exactement, Isaiah Robbie. Ouais. Je suis impressionné, il n'y a que les hipsters qui le connaissent, celui-là. Isaiah Robbie. Ouais, ou les mecs qui font des Fantasy League avec des rosters un peu... Ah oui, aussi. Aussi. Et le dernier, c'est un ancien non drafté, je crois, de Miami. Un arrière défensif qui a commencé à Miami. Ensuite, il a fait les Sixers, je crois. Oui, je le vois totalement en plus. Il a vachement déçu les attentes alors qu'on... Ouais. Comment il s'appelait Il y avait un début de saison où on s'était dit MIP peut-être. Ouais, c'est ça, c'est Josh Richardson. Exactement, Josh Richardson. Voilà qui est sur le terrain. Bon, l'action n'est pas forcément marquante, mais je trouvais le quiz assez rigolo. C'est jamais facile, ouais. Ça va, c'est récent, mais tu vois, parfois plus c'est récent, moins ça vient vite, les compos, bizarrement. Ah bah oui, c'est que des actions marquantes de la saison, on va dire, mais parfois c'est les passages obscurs de la saison, comme ici. C'est ça. Donc on peut avancer si tu veux bien, on peut aller sur Austin Reeves d'ailleurs. Austin Reeves, si je te fais le topo, 29 minutes de jeu également pour Austin Reeves, 64 matchs, 118 de true shooting plus, c'est assez incroyable, plus 18% d'efficacité par rapport à la moyenne, sur un usage de 16% toutefois, donc assez modeste comme volume, mais pour te lancer, on est vraiment sur la saison de l'explosion pour Austin Reeves. Complètement, ouais, c'est passer du statut de
coqueluches, de mecs bien braves et intenses, dont à la base les gens respectent pas forcément le pur talent de basketteur. Il y avait des comparaisons finalement pas du tout justifiées avec Alex Caruso, parce que ce sont pas les mêmes joueurs. Hein. Mais ouais, on a vu une sorte d'explosion. Offensivement, cette capacité à être très bon sur pick and roll, à shooter de partout sans le moins de stress, à briller lorsque les secondes s'égrènent, alors qu'il y a sur le terrain, il y a LeBron James, Anthony Davis, des joueurs avec un CV plus ronflant. Ça fait partie aussi des joueurs qui m'ont beaucoup surpris. Et les stats encore, elles révèlent. Alors, c'est bien de souligner qu'il a été très efficace, mais les stats en termes de volume de points, tout ça, des gens pourraient se dire bon, c'est sympathique, mais c'est pas fou. Moi, je trouve vraiment que cette capacité à réussir à se mettre en avant, à prendre les responsabilités dans les moments chauds. Il adore ça, et ça c'est une qualité en soi, je trouve. c'est quand même ne pas disparaître dans les moments importants, c'est quand même, je trouve ça fort. Et c'est devenu, je pense, le troisième joueur le plus important des Lakers. Il y a ce côté défensif qui peut être, ça peut chagriner un peu parce qu'il risque d'être ciblé en défense. Hein, c'est pas, on l'a vu aussi avec Team USA d'ailleurs. Mais je pense qu'il est lui aussi sur une trajectoire qui peut aller jusqu'à peut-être un joueur de calibre All-Star à voir, si on va pas un peu trop vite en besogne, mais de ce qu'on a vu la saison dernière, je pense qu'il fait partie des gens qui ont sauvé les Lakers d'une saison régulière ratée, et puis surtout qui ont contribué à ce parcours jusqu'en finale de conférence, hein, même si ça s'est mal terminé. Reeves, impressionnant il donne l'impression d'avoir toujours été là, d'avoir eu sa place. Tu vois, t'as des joueurs, parfois, tu te dis la scène est un peu trop grande, ils ont été bien pendant un temps, mais lui, ça n'a pas été son cas, et je le trouve très, très intéressant. Déjà, ce qu'on peut dire pour commencer, c'est qu'il n'est pas top 40 NBA, puisqu'il a été à la Coupe du Monde. Donc, oui, c'est ça. vu qu'ils ont envoyé l'équipe Z. Ouais, Non, mais je plaisante évidemment. Mais non, mais ce qui va être aussi un peu compliqué, c'est que la saison, on peut pas tellement parler d'unité de saison, non, parce qu'il y a une évolution qui est assez énorme. Et donc c'est vrai que faire la moyenne, c'est pas très représentatif. Bon, il va falloir qu'on essaye game de le faire, mais je veux dire, il va falloir essayer de pondérer le début comparé à la fin, parce que tu vois, au début, il est pas titulaire et il est sur un temps de jeu assez autour de la 20aine de minutes par match, et voilà, un rôle assez modeste. Et il finit à plus de 36 minutes de jeu par match en playoff. Plus de 36, en étant quasiment un porteur de balle secondaire d'une équipe qui va en finale de conférence. Voilà, c'est quand même une trajectoire, une ascension assez dingue. Et je veux dire, il faisait pas tâche quand il était deuxième ou troisième option d'équipe offensive. Alors, il restait derrière, évidemment, Anthony Davis. Dans la hiérarchie, il a l'importance, bien sûr, mais en termes de qui crée au niveau des ballons, parfois il était troisième, deuxième sur certains matchs de playoff. C'était assez incroyable. Donc voilà, il va falloir essayer de pondérer un peu les deux. D'ailleurs, on a eu un peu le même cas avec Westbrook, qu'on a mis assez bas parce qu'il a fait toute une première partie de saison très mauvaise, et ensuite une vingtaine de matchs aux Clippers très très bons. Donc, donc on verra bien. Merci les Lakers pour tous ces cas compliqués. On vous remercie aussi pour LeBron James d'ailleurs, tout aussi compliqué. Mais oui, non, moi, il y a un côté efficacité pour le coup qui est assez dingue, parce que 118, plus de 18% relatif à la moyenne, c'est incroyable. Tu vois d'ailleurs, si tu regardes en chiffres bruts, non pas relatif à la moyenne, mais donc les chiffres bruts, en gros c'est 1,40 points par tir tenté sur tous ces tirs tentés, 1,40. Pour les joueurs qui ont minimum 15% d'usage, donc minimum un certain volume de responsabilité, c'est deuxième de NBA. Deuxième de NBA, il est coincé entre Jokic qui est premier et Kevin Durant qui est troisième. Donc voilà. Et après évidemment c'est pas le même volume, c'est pas comparable, mais c'est un niveau d'efficacité sur ces tirs qui est assez dingue et qui s'explique en fait très simplement que, premièrement, ultra efficace à 3 points, 44%, plus de 44% à 3 points sur 5 tentatives par match, énormissime, 44%. Lancer franc incroyable, au niveau du capacité à provoquer des tirs pendant une tentative, des fautes pendant une tentative de tir, plus de 20% de shooting foul percentage, c'est même devant SGA, qui est incroyable en termes de fréquence. et c'est deuxième de NBA quand on enlève les intérieurs, deuxième parmi les extérieurs derrière Butler. Donc voilà, donc rentabilité aux 3 points, rentabilité au lancer franc qui sont des points faciles, et puis 80% aussi d'efficacité au panier. On a vraiment un joueur qui cette année a eu une énorme efficacité, vraiment c'est une anomalie quoi. Ouais, c'est ça. Et là, en t'écoutant donner tous ces arguments très positifs, je comprends que tu l'aies mis là quand on classait tout à l'heure les joueurs, ce top 5 du jour. C'est vrai que dit comme ça, et si on se base vraiment sur une dynamique récente,
c'est époustouflant et ça donne envie de le mettre deuxième de ce top 5 en fait finalement. Je peux comprendre totalement. Tu vois, la question, c'est toujours juste de se dire est-ce que c'était une parenthèse enchantée, est-ce que le contexte l'a poussé à faire ça et est-ce qu'il sera capable de le refaire après. Mais si on se base sur vraiment ce qui est très récent et même d'ailleurs avec Team USA, comme je dis tout à l'heure, je trouve que ça a été un des joueurs les plus solides de la compète pour eux. Je pense on est sur un joueur très très solide qui va être amené à refaire ce type de. Alors, c'est quand même fou. Je sais pas si tous les ans il finira juste derrière Jokic et d'autres monstres d'efficacité. Ouais. Hein. Voilà, on peut se dire, mais je pense pas qu'il va y avoir de crash absolu. Ça a pas l'air d'être dans le mode de fonctionnement du garçon qui a l'air de toujours être de toujours travailler, d'être dans cette quête d'efficacité aussi, cette recherche de responsabilité. Moi, je repense toujours vraiment au dernier playoff où comme tu le disais, c'était parfois le créateur principal, soit le deuxième, soit même parfois le premier. Je trouve que LeBron lui a laissé beaucoup de responsabilité et de marge de manœuvre, même, et que ce soit pour la création ou pour même les tirs, dans les moments importants. Et c'est le fait que qu'un joueur comme LeBron, tout aussi âgé soit-il, laisse un joueur avec un si petit CV prendre ses responsabilités-là, c'est qu'il a confiance dans le joueur qu'il est et dans le joueur qui sera après, je pense. Après, là où on peut nuancer, c'est le côté ultra efficacité, mais le volume n'est pas si grand que ça, quoi. Donc, évidemment, c'est pas comparable, par exemple, avec le volume et le répertoire je sais pas moi, de Tatum, de Trae Young, de Mitchell, évidemment. On n'est pas du tout sur ni le même volume, ni le même type de tir non plus. Même si en playoff, encore une fois, il y avait pas mal de création par la main, mais en effet, on peut quand même relativiser l'efficacité par le volume. Après, c'est vrai tout de même aussi qu'au-delà du scoring, on a aussi un joueur intéressant, notamment sur tout ce qui est passing. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais on a aussi un passeur assez polyvalent en fait. Ouais, excellent. Enfin, surprenant même, j'allais dire, parce que je pense qu'on a mal. Moi, j'avais pas anticipé le joueur qu'il est avec ces qualités-là. T'as raison sur il a une variété de passes. Il a un vrai flair. Il a un toucher aussi que peut-être je soupçonnais pas, parce que forcément, c'est un joueur qui a débarqué un peu sans qu'on s'y attende. Si, c'est un joueur beaucoup plus. Tu sais, il y a toujours des joueurs comme ça qui sortent de nulle part. Il y a la belle histoire. Ils marchent sur l'eau pendant 2 mois, 3 mois, et puis derrière, on ne sait pas s'ils sont capables de reproduire ça. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur un joueur qui a un arsenal et une panoplie qui sont amenés à durer en fait. Et sur ce qu'on a vu, je pense que ça pourra se répercuter sur le classement. Je suis curieux de voir où toi tu l'auras envisagé dans ce classement, justement, parce que c'est pas simple. Moi, je l'avais 5e. Ouais. 5e devant Kevin Durant. Devant Kevin Durant, à peu près. Non, mais en effet, moi, ce que j'aime bien avec ce genre de joueur, c'est que ça nous rappelle, et c'est pareil avec Luka Doncic, toute proportion gardée, mais ça nous rappelle que c'est pas qu'un sport, c'est aussi un jeu. Ouais. Dans le sens jeu d'interaction. Et c'est pas juste qui court le plus vite, par exemple, un 100 mètres, c'est qui court le plus vite. C'est pas qu'un sport. Il y a une notion de jeu parce que c'est un jeu d'interaction. Et donc, il faut savoir y jouer. Et Luka Doncic, c'est ça. Il est pas, physiquement, il est pas incroyable, mais il sait jouer. Et Austin Reeves, c'est ça. Il a pas l'air comme ça. Il est pas hyper athlétique, il est pas hyper costaud. Il est plutôt grand pour sa taille, mais par contre, il sait jouer. Il sait d'ailleurs, il sait bien. Il s'est joué aussi avec les arbitres par rapport au lancer franc déjà, mais physiquement il est pas imposant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand je dis jouer, mais il est pas imposant. Il va pas te faire la différence sur son physique, mais il sait comment s'orienter, il sait comment amener d'un côté puis de l'autre. Il a les instincts. Ça, il a quand même une fluidité. Il a quand même une fluidité athlétique qui est un peu surprenante parfois. Pour dans les petits espaces, justement, après pour trouver des passes auxquelles on s'attend pas. Je le trouve. T'as complètement raison. Et puis, je répète, 80% d'efficacité au panier, donc 4 sur 5 il les met. Et c'est pas que du cut, c'est pas que du cut ou du catch and finish facile sous le panier, il n'y a rien à faire. Sur les drives, donc si on regarde l'efficacité sur drive, donc quand il pénètre balle en main jusqu'au panier lui-même, donc il est premier de NBA sur les joueurs qui ont minimum 6 drives par match. Donc il est devant Kevin Durant. Là encore avec la nuance que c'est pas les mêmes types de drives, c'est pas le même volume évidemment, mais je veux dire il n'y a pas que des cuts. Il y a aussi des fois où il va au panier lui-même et le fait est qu'en provoquant autant de lancers francs, il arrive à booster son efficacité globale sur les drives. Et d'ailleurs même si on enlève les lancers francs et qu'on regarde juste l'efficacité, le field goal en fin de drive, il est 60%, c'est 3e de NBA derrière Doncic et KD. Donc voilà, on a un joueur plutôt pas mal. C'est impressionnant. Et après, la question, c'est aussi à quel point, je peux te poser la question, à quel point est-ce que la défense le handicape ou pas? Dans une équipe qui est là, les Lakers de deuxième partie de saison étaient quand même bien en défense. Je le crois capable
de se fondre, soit d'être planqué, soit de se fondre dans une équipe qui est forte défensivement. Si par contre le reste ne va pas, ça va être compliqué. Et on l'a vu parfois ciblé. Je repense à Team USA où t'as des équipes qui ont quand même un peu abusé de sa présence parfois. Et même avec les Lakers de temps en temps l'année dernière, forcément dans un classement individuel, je pense que pour l'instant sa défense est un peu trop pénalisante pour le mettre, ne serait-ce que top 50 par exemple, je pense. Ouais. Je pense aussi qu'on est sur un défenseur qui, au minimum, est un défenseur positionnel, on va dire, qui fait les bonnes rotations aux bons endroits, mais qui a pas, même s'il fait la rotation, il n'a pas forcément l'impact pour faire l'action, même quand il est bien placé. Ouais. Mais il n'y a pas de trou béant en défense, il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas de manque d'attention énorme. Mais voilà, ça reste quelqu'un qu'on peut cibler toutefois. Et d'ailleurs, on l'a même vu au niveau de la Coupe du Monde il y a quelques temps. Là. Il était un peu ciblé sur des post-up, sur des isolations. Je pense que globalement, on est quand même sur un défenseur un peu en dessous de la moyenne, mais c'est pas non plus catastrophique comme d'autres peut-être, je pense. Mais, oui, c'est ça. Mais oui, c'est aussi un malus. Hein. Il y a le malus du volume et il y a le malus de la défense. Donc d'ailleurs, voyons le classement. On peut transitionner vers le classement. Où est-ce que toi, tu l'imaginerais du coup ? Alors, donc moi forcément, je l'avais mis derrière, là de prime abord, je l'avais mis derrière les joueurs dont on a parlé avant. Ouais. Donc on va essayer de s'en tenir à cette logique, je pense. T'as le droit de te déjuger, hein. Tu peux le mettre 30e si tu veux. Non, je pense quand même que je vais essayer de m'en tenir. Je me base aussi sur le fait que l'échantillon sur lequel on peut le juger, même si je sais que on s'attache quand même à ce qu'il a fait très récemment et au joueur qu'il est aujourd'hui, l'échantillon est un peu plus faible que pour d'autres, donc c'est pas de sa faute, mais c'est presque un malus aussi dans mon esprit, je pense. Je pense que je le mettrais. Tout à l'heure, je parlais autour de la 70e quand je vois les joueurs qu'il y a au-dessus. Je trouve ça peut-être pas mal. En tout cas, quand je vois le nom des joueurs, je le verrais entre la 60 et la 70 peut-être. Je sais pas si c'est ce que tu avais en tête. Moi, ce que j'avais en tête, c'est que si on prend juste celui des playoffs, pour moi, il tape à la porte du top 30. Mais ah oui, d'accord, ok. mais que les playoffs. C'est comme je dis avec Westbrook aussi. Hein, si on prend que le Westbrook des Clippers, c'est très 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 haut. Quoi. Mais sauf que si on juge l'ensemble de la saison, on est obligé d'appliquer ce malus, évidemment. Et je pense que ça me paraît pas mal, comme tu dis, autour de la 60e place. Il y a aussi un groupe de créateurs, de jeunes créateurs même, de Jalen Williams, Wagner, Maxey, Tyler Hero. Ouais. Ça me va de le mettre par là, ouais, en effet. Là, en voyant le groupe, ça me semble pas mal, parce que je le vois bien dans cette... ils ont chacun leur spécificité, hein, mais sur l'âge, sur ce qu'ils ont montré, oui, je trouve que c'est pas mal. Et entre ces quatre-là, tu le mettrais où, du coup ? C'est très très dur. C'est très très dur, je le mettrais... Ça peut être tout à la fin, si tu veux. Hein, ouais, je pense que c'est peut-être injuste, mais je pense que je le mettrais à la fin de ce groupe-là. J'ai essayé de réfléchir, mais je le mettrais peut-être juste à la fin de ce groupe-là. Non, mais ça me va si on peut le mettre par là, ouais. Ok, ça marche. Mettons-le là. Derrière Tyler Hero, alors. On peut faire comme ça. Après, sur le côté récent, Hero a été moins présent et moins en vue, c'est sûr. Mais, je sais pas, parce que si on prend vraiment la saison dernière, il est devant Tyler Hero. Mais... On peut le mettre devant Tyler Hero, ouais. On peut oui. On peut. Parce que ça peut paraître injuste aussi pour Hero, qui a été en finale NBA, qui est un très bon joueur, hein, mais... Tyler Hero a été en finale NBA sur le banc, cela dit, donc. C'est vrai. Si on peut. Non, mais allez, je pense que sur la dynamique, on peut le mettre devant Tyler Hero. Ça marche, ok. Eh bien, faisons comme ça. De toute façon, si on a une place près, c'est qu'a priori, on est dans la bonne zone, peut-être. Ouais, je pense que là-dessus, ça va. Et donc, petit quiz pour finir. Nous sommes le 10 février 2023. C'est une action où il isole Giannis Antetokounmpo en 1 contre 1. Il l'attaque et il bat Giannis en 1 contre 1. Est-ce que tu es capable de me citer les joueurs sur le terrain au moment de cette action marquante où il demande le switch, ou en tout cas il le provoque, et puis il va punir Giannis sur 1 contre 1? D'accord. Alors, donc les Lakers de ce moment-là, du coup, Anthony Davis. Oui. LeBron James devait être là, non ? Il n'est pas sur le banc. Non, c'est peut-être une période où il était blessé, peut-être, certainement. 10 février. Février, donc après... Attends, du coup, Schroeder ? Non, Schroeder n'est pas là. Il n'est pas sur le terrain, il est peut-être sur le banc. Hachimura ? Hachimura n'est pas là. Nous avons le deuxième intérieur, c'est... si je te dis, c'est un ange. C'est un ange, donc c'est Wenyen Gabriel. Exactement. l'ange Gabriel, Wenyen Gabriel. On serait bon à pyramide en mode tout à fait, school. Voilà.
Il y en a un autre qui vient des Spurs d'ailleurs, qui a coupé ses cheveux. Ah oui, Lonnie Walker. Exactement, Lonnie Walker, qui a fait un gros match en playoff contre les Warriors. Oui, et il te manque un dernier qui est venu aussi de Washington dans le trade avec Westbrook. Troy Brown. Oui, tout à fait, Troy Brown Jr., effectivement. Et de l'autre côté Milwaukee. Côté Milwaukee, j'espère que c'est plus simple. Du coup, donc Giannis forcément, Ouais. Jrue Holiday. Jrue Holiday, oui. Brook Lopez. Non. Ensuite, c'est que du compliqué. Que du compliqué, donc c'est d'or. Alors, on va partir sur le banc tout de suite. Alors, sur les remplaçants, Marjon Beauchamp. Non, bon, trop trop underground. Comment s'appelle leur meneur? Javon Carter. Non, pas Javon Carter, puisqu'il y a Jrue Holiday. Ah bah mais oui. si je te dis quelqu'un qui, depuis la fac, donnait des coups de pied à tout le monde, ça te parle pas? Bah oui, évidemment, Grayson Allen. Grayson Allen. On a aussi un joueur de baseball. Un joueur de baseball. Un joueur de baseball très explosif, qui a hésité avec une carrière dans le baseball, qui a commencé à Portland, un arrière défensif. Alors pour le baseball, si c'est lui, je savais pas pour le baseball, mais Wes Matthews. Non, c'est pas Wes Matthews. Un autre qui a commencé à Portland, mais plus récemment, avec mais oui, avec Terry Stotts. Pat Connaughton. Exactement, Pat Connaughton, ouais. Ah bah je savais pas non plus pour le baseball, tu vois. Ouais, joueur de baseball. Et le dernier, tu devrais le trouver facilement, puisque il a à peu près le même nom de famille que toi. J'avais oublié. Du coup, c'est celui qu'il surnomme Mamou, évidemment. Exactement. Mais Mamou Kelashvili, le géorgien Sandro de son prénom. Tout à fait, je t'ai laissé le prononcer. Mais décidément, on parle beaucoup de tes homonymes aujourd'hui dans le podcast. Tout à fait. Ok, très bien. Eh bien, avançons avec, c'est quoi, le 4e joueur du jour, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, on peut aller sur Derrick White. Donc, Derrick White, 28 minutes de jeu en moyenne pour Derrick White, 80 de match. Il a fait l'intégralité de la saison. 104 de true shooting plus 4% donc par rapport à 100, par rapport à la moyenne NBA. Sur 18% d'usage, encore un volume assez modeste, hein, mais en même temps, c'est pas trop l'attaque et le gros volume offensif qui le caractérise. Mais on est sur vraiment une excellente saison de Derrick White, un role player génial en fait. Ouais, c'est ça. Et puis meneur. Il y a eu une phase, il y a une période où j'ai eu l'impression qu'il était un peu sorti alors peut-être pas sorti des plans parce qu'il était toujours dans la rotation, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a eu que ça a été très décousu pour lui en termes au niveau de sa relation avec le coach cette année. Mais effectivement, quand il était là, je l'ai trouvé essentiel. Comme je le disais tout à l'heure, j'aime bien les joueurs qui sont bons des deux côtés du terrain. Derrick White est bon des deux côtés du terrain, au-delà de ce tir décisif en play-off. Dont forcément c'est resté à l'esprit des gens. J'aime bien sa panoplie en fait, j'aime bien sa maîtrise du flotteur, j'aime bien son activité globale, le fait que ce soit qu'il n'ait pas besoin d'avoir beaucoup le ballon pour être impactant. Je le trouve plutôt adroit. Alors j'ai pas ses stats d'adresse sous les yeux, mais il était autour des 45 en global et quelque chose comme 37-38 à 3 points. Je sais pas si t'as ça. C'est ça, ouais. 38 à 3 points sur quasiment 5 par match. J'ai regardé tout à l'heure, voilà. C'est un bon passeur aussi, hein. Il est assez passeur efficace à défaut d'être passeur ultra créatif aussi, mais passeur solide et stable. J'aime beaucoup ce joueur et là aussi toujours dans cette optique de projection, je pense on va le voir faire sa meilleure saison avec Boston la saison prochaine. Donc là sur l'instant T, c'est pour ça que je l'ai mis assez haut et notamment devant, si je me souviens bien de ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui n'est pas garanti, je l'ai mis devant Austin Reeves par exemple. Oui. Non mais c'est vrai qu'il y a certaines similarités parce que, alors je trouve qu'Austin Reeves a fini la saison plus créateur, scoreur et créateur proactif, mais en même temps peut-être qu'il y avait moins la place aussi à Boston pour Derrick White, mais ce qui est bien, c'est qu'on a quelqu'un qui peut toucher à tout en fait, littéralement qui peut toucher à tout, avec la nuance de c'est pas un gros volume, c'est pas un énorme volume, il a pas beaucoup de responsabilités, mais en dehors de ça il peut tout faire, c'est-à-dire il peut jouer sans ballon. Avec cette année le shoot était là.
En playoff, un peu moins, mais il a été un peu moins respecté en playoff, mais en tout cas sur la saison régulière, le 3 points est rentré avec une très bonne adresse. Efficacité générale, elle est là. Il peut jouer sans ballon, donc sur du 3 points, mais aussi ce qu'on appelle un peu le rôle de connecteur, c'est-à-dire le mec qui a un peu faire du liant, apporter du liant à l'attaque. Pas forcément créer le décalage, mais l'amplifier, faire l'extra passe, aller trouver le joueur ouvert une fois que quelqu'un a déjà créé le décalage. Donc il y a ce côté-là, et puis il y a aussi un côté, il peut aussi parfois jouer un peu plus créateur traditionnel, c'est-à-dire faire des pick and roll, faire un peu de drive balle en main, ce genre de choses. Donc effectivement, il y a une double casquette qui est très intéressante, je trouve, en termes d'attaque, où il peut être soit avec la balle, soit sans la balle, soit du spacing, soit apporter ce liant à l'attaque. Et au final, c'est un profil qui n'est pas un gros volume, mais qui va t'apporter de la valeur positive un peu partout, en fait. Ouais, moi j'adore ces joueurs un peu couteau suisse, qui sont capables de tout faire, comme tu disais. Je trouve que c'est une valeur ajoutée immense pour une équipe, surtout une équipe qui a dans l'optique d'être un contender comme Boston, forcément. Pareil, je pense qu'on n'a pas tout vu de lui, mais sur quand même ce qu'il a montré la saison dernière, c'est déjà très très bon. Et puis on n'a pas encore parlé de sa défense, mais je trouve que c'est un bon défenseur. Ouais. Boston avait un peu perdu cet ADN défensif qui était là sous Ime Udoka. Mazzulla m'a semblé plus intéressé par le développement de choses en attaque dans un premier temps, et White malgré tout restait une constante et une assurance de ce point de vue-là. Je trouve c'est pas anodin d'avoir des joueurs qui sont safe comme ça et sur lesquels tu peux tabler aussi bien sur un match de saison régulière que sur un match au couteau en playoff. Je pense que c'est le simple fait qu'il soit bon, même il y a des matchs où il est un peu moins bien, mais cette stabilité me paraît faire partie de sa panoplie, et c'est un bon argument, je pense, pour le classer plutôt convenablement dans ce top 100. Oui, en effet. Tiens, d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais on a fait un podcast de pas mal de temps sur Derrick White il y a quelques mois, je crois, avec Titouan du podcast et du trèfle. Si ça vous intéresse, actuellement on va pas refaire les 1h30 de podcast, mais si vous voulez en savoir plus, je peux vous renvoyer vers l'épisode 113. Mais non, mais effectivement, tu parlais aussi d'un truc majeur qui est le changement de coach, qui je pense l'a pas mal aidé, parce que au-delà du fait que lui a été plus efficace cette saison, parce que les tirs sont plus rentrés, notamment à 3 points, et donc pour une fois on a quelqu'un qui est au-dessus de la moyenne au niveau du scoring, ce qui est arrivé assez peu souvent en carrière, mais le fait est aussi que Mazzulla aime bien le spacing, il aime bien le 5-out, et comme en plus Rob Williams était blessé, il a été de facto un peu dans le 5 beaucoup plus que d'habitude, et un joueur beaucoup plus important, 5e roue du carrosse, on va dire, à la place de Rob Williams, comparé à l'an dernier, je veux dire. Mais du coup, oui, il a une importance qui a été plus grande, et donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Le fait qu'il soit efficace, le fait que le coach lui donne un rôle plus grand, le fait qu'il puisse toucher à tout, et puis t'en as parlé aussi, mais pour moi, c'est ça la différence avec Austin Reeves, c'est qu'en défense, c'est totalement différent, quoi. Là où Austin Reeves, dans ses bons jours, va se rapprocher de la moyenne et va pas trop te coûter de points. Pour moi, Derrick White, on est sur vraiment un des tout meilleurs défenseurs de NBA sur son poste. Alors, il va pas avoir le même rayonnement qu'un intérieur défensif, évidemment, mais en termes de volume défensif par rapport à sa position, c'est quand même assez impressionnant, parce que c'est de la défense face au ballon, très polyvalent, avec une très belle mobilité, des instincts défensifs pour faire du playmaking, pour voler des ballons, pour faire la ligne de passe. On a un défenseur qui est vraiment très très complet, je trouve, sur le ballon et même sur la défense collective. Donc ouais, là-dessus, pour moi, il va aussi gagner pas mal de points, parce que c'est un liant offensif, mais c'est aussi en un sens un liant défensif. Ouais, c'est ça. Il a cet ADN Spurs aussi. Enfin, tu sens qu'il est passé par les Spurs. Voilà, ça se voit dans son ADN de jeu. Donc, je suis d'accord. Cette panoplie est vraiment, c'est vraiment complet. C'est essentiel même pour Boston, je pense. Ça l'était déjà un peu l'année dernière. Je pense que ça va l'être encore plus à l'avenir. Et ouais, il y a beaucoup de bonus chez le garçon, quoi. Il a finalement peu de malus si on s'en réfère à ce dont on a discuté sur les profils précédents. Il est plutôt, alors le volume est pas gigantesque, mais c'est peut-être ça qui est le seul truc à son détriment, mais ça s'explique par l'écosystème Boston. Ouais, beaucoup de bonus et de points positifs sur Derrick White. Et donc au niveau classement, je vois qu'on a Marcus Smart 46, pas 46, pardon, j'ai le mauvais classement sous les yeux. 50, je crois. Ouais, autour de ça. Donc on a Marcus Smart, j'ai retrouvé, il est où oui, 50, ouais. Et notamment Malcolm Brogdon 56. Est-ce qu'on a atterri à peu près dans cette zone ou pas? Exact. J'allais te dire, quand je regardais le classement pendant qu'on discutait là, et
Je pense que c'est ça, c'est exactement le bon range. Et quand je vois Marcus Smart, c'est un profil vraiment plus défensif, mais ça se vaut. Je pense qu'il est il est dans cette range là. Ouais, je sais pas à quelle place exactement. Peut-être maintenant un cran devant. J'aurais bien dit un cran devant Chris Paul, peut-être. Ça me fait un peu, moi. Ça me fait un peu. Ça te fait haut, ouais. Mais après, Chris Paul, c'est compliqué à juger aussi, hein, entre la perte de vitesse comparée à ce qu'on connaît d'habitude. Mais en tout cas, ouais, moi je l'avais au-dessus de Malcolm Brogdon déjà, en point de référence. T'es un peu d'accord avec ça? Oui. Ouais, ça me va aussi. Et du coup, bon, après, c'est au-dessus, c'est Wiggins. Est-ce qu'il est devant Wiggins? Wiggins, Anunoby, ouais. Non, ça me va de le mettre à côté de Porter Junior, du coup. Si tu... Oui, c'est pas, ouais, carrément, ça me semble bien. Après, de toute façon, dans le classement, à une ou deux places près, de toute façon, tant qu'il est dans la bonne fourchette, je pense que c'est ça qui est c'est le plus important, je pense. Après, la place exacte, mais oui, à côté de Porter Junior, c'est bien. Ok, eh bien, faisons ça. Sachant que Kyle Anderson, c'est la version d'Eric White, mais encore plus grande, donc je trouve. Donc un peu plus d'impact en défense, un peu plus de trucs comme ça. C'est un joueur très sous-coté encore, Kyle Anderson. Je sais qu'il fait pas partie du groupe des 5 là, mais je pense que peut-être des gens en regardant le classement vont se dire qu'il est haut, mais moi ça me va, c'est vraiment un joueur que j'estime beaucoup. Encore un Spurs d'ailleurs, la fabrique des Spurs qui draft des joueurs intelligents et qui les développe. Mais exactement. Ok, eh bien mettons-le là. Ouais, ça a du sens entre Smart et Brogdon notamment, grosso modo. Et donc l'action marquante de la saison que j'ai retenue pour notre petit quiz, tu t'en doutes, c'est le buzzer beater, match 6 contre Miami en finale de conférence. Nous sommes le 28 mai 2023. Es-tu capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action très marquante? Bon, ça devrait aller logiquement là, il y a moins de... Il n'y aura pas de Sandro Mamou Kelashvili, ouais. Logiquement. Donc pour Boston avec Derrick White, il devait y avoir Jason Tatum, il devait y avoir Marcus Smart, Jaylen Brown. Tout à fait. Ce bon vieux Al Horford peut-être. Tout à fait, ouais. Qui attend dans le corner, on ne sait pas pourquoi. Du coup, ça fait... T'as les 5 de Boston, ouais. Voilà, j'ai 5 de Boston. Et donc en face, Miami, Jimmy Butler, Gabe Vincent, Bam Adebayo. Oui. Et ensuite, leur héros des playoffs, Caleb Martin, sans doute. Tout à fait, oui. Et le dernier, je vais trouver. Qui est l'homme qui lâche Derrick White, justement? C'est Max Strus. Exactement, c'est Max Strus. Enfin, qui lâche. En même temps, il fait ce qu'on lui dit. Hein. On lui dit ça. Sur la remise en jeu, tu t'en fiches de Derrick White qui remet en jeu le ballon, tu défends les autres aussi. En plus, hein. Et du coup, quand Derrick White il cut, Strus c'est en retard. Mais d'ailleurs, c'est quoi la stat? C'est il y a que les buzzer beaters sur un match à élimination où l'équipe était menée, il y a que lui et Michael Jordan, un truc comme ça, non? Ah ouais, je crois qu'il me semble qu'il y avait une stat assez folle comme ça. Ouais, je l'ai plus dans le détail, mais oui, il y avait quelque chose d'assez choquant de cet ordre-là, ouais. Je crois que c'est ça, c'est genre si tu perds le match, t'es éliminé dans cette situation-là, faire passer devant au score, et non pas un match égalité, mais faire passer au devant au score. Ouais. Il y a que lui et Michael Jordan, hein, le fameux tir contre Cleveland, je crois, The Shot. C'est ça. Donc c'est plutôt pas mal, hein, niveau comme compagnie pour Derrick White. Et donc avançons, dernier joueur du jour, bien entendu. On peut aller sur Giannis Antetokounmpo. 32 minutes par match pour Giannis, 63 matchs, 104 de true shooting plus, donc plus 4% d'efficacité par rapport à la moyenne sur 39% d'usage, quasiment 39. Là pour le coup en termes de volume, c'est énormissime. Je te lance, hein, que dire de la saison de Giannis? C'est pas simple parce qu'on reste un peu sur ce couac en playoff, ce qui n'est de son point de vue pas un échec, mais bon, globalement on peut quand même dire que c'est un couac, hein, je vais pas résumer ce qu'il a dit à ça parce que c'était intéressant, c'était un peu au-delà mais c'est un couac pour eux en playoff quand tu finis premier, voilà. Ça fait peut-être ça le fait peut-être revoir à la baisse sa saison, mais moi je trouve que c'est un des quelques joueurs de la ligue dont la simple présence sur le terrain c'est une garantie d'efficacité, de compétitivité, même quand il est pas à 100%. Et quand il est à 100%, c'est toujours ce cocktail phénoménal de débauche d'intensité et de qualité athlétique, de playmaking,
défense dissuasive. Il y a toujours tout ça. J'ai pas eu l'impression qu'il était lancé dans une course pour jouer le MVP, donc il était pas forcément intéressé par les stats particulièrement, mais ça reste des stats assez effrayantes, hein. Toujours de l'adresse et de l'efficacité. Alors les stats avancées, je les ai pas de tête. Je sais pas si ça a traduit une baisse par rapport à la saison précédente ou pas, mais j'ai pas senti chez lui la volonté de faire une saison individuelle all time, hein. Mais il est toujours, c'est quasiment un cheat code quand il est sur le terrain et à 100%. Je vois toujours très peu de joueurs en dehors de Jokic et Embiid dont la seule présence leur garantit presque une candidature pour le MVP. Donc alors peut-être là comme ça de tête, il y a peut-être ce qui m'avait un peu déçu, petite rechute et baisse au lancer franc, je crois quand même. Où le pourcentage avait fort baissé. Oui, 64% en effet, ouais. Ouais, 64, et il avait dû perdre quelque chose comme peut-être pas 10%, mais pas loin, non? Enfin, c'est ça, ouais, il était à 72 l'an dernier, donc. Ouais, grosse chute quand même avec pourtant le volume a pas dû beaucoup changer, hein, je pense, mais ouais, avec l'incident, je repense à l'incident avec l'échelle où il voulait continuer de tirer des lancers après le match, mais Montrezl lui avait dit t'es pas chez toi, en gros. Voilà, moi après c'est le souvenir que j'en ai de tête de sa saison. J'ai cette impression-là j'essaye de mettre de côté l'énorme déception en play-off, mais il revenait de blessure. Enfin, je pense que là à l'instant T, même si c'est fait opérer pendant l'été, je l'imagine quasiment à 100%, et je peux pas me dire qu'il y a 4 ou 5 mecs moins impactants et forts que Giannis Antetokounmpo en NBA aujourd'hui. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que il a 28 ans. J'ai lu ça, là. J'ai marqué ça, il a 28 ans. Ouais. Et effectivement, la draft 2013, donc il y a pile 10 ans, c'est la première que j'ai vraiment suivie. Et en fait, je me suis rendu compte de ça, c'est qu'il a 28 ans. S'il s'arrêtait là, il aurait une carrière Hall of Famer. Et si ça se trouve, il peut en avoir une deuxième sur les 10 prochaines années, quoi. Ouais, c'est assez dingue, ouais. Mais non, mais la saison d'Antetokounmpo est assez intéressante et assez difficile à juger parce que moi, je la trouve un peu plus décevante que d'habitude sur certains points. Mais bon, après, on est évidemment sur un top 5 largement de NBA. On arrivera au classement, évidemment. Mais c'est vrai que, bon, d'une part, les chiffres collectifs de Milwaukee sont un peu à tempérer légèrement, hein. On a déjà parlé un peu plus tôt sur le basket là, mais bon, c'est un peu léger. Je veux dire, on n'était pas sur la grosse machine de Milwaukee d'habitude, même si certains chiffres pouvaient le laisser penser, mais on n'était pas sur un gros premier de conférence dominant comme ça pouvait être le cas parfois avant. Mais même au niveau à l'échelle individuelle, je trouve que sa saison est un peu décevante parce qu'il y a une vraie chute d'efficacité comparé à d'habitude et comparé à ses standards depuis qu'il a un peu explosé au plus haut niveau. Et je pense que ça se voit pas trop. Ça s'est pas trop vu parce que, tu vois, au niveau des points par match, par exemple, il est passé de 30 à 31 points par match. Donc en plus, on le voit pas trop. Mais la différence, c'est que son usage, son volume de responsabilité et de ballon, lui a augmenté de 35 à 39%. Donc il a augmenté de beaucoup à énormissime, plus que Kobe en 2006. Peut-être l'absence de la blessure de Middleton qui a dû, enfin je pense, ouais. Les périodes sans Middleton qui ont dû. Mais c'est comme ça que tu vois que je te dis, on n'a pas vu la baisse d'efficacité parce que sur le rendu global, en fait, comme il prend plus de cartouches, quand il utilise plus de cartouches, il prend plus de tirs, bah du coup, il a le même total de points par match, mais il est beaucoup moins efficace qu'avant, quoi. Il est seulement à 104 de true shooting plus, donc seulement plus 4%, alors qu'il nous avait habitués à flirter à 110, 112, 115, tu vois. Donc c'est là-dessus où je sais pas non plus comment prendre ça parce que on était habitué à quelqu'un de extrêmement efficace parmi les tout meilleurs de NBA, voire même de l'histoire vis-à-vis de joueurs qui avaient de tels volumes d'utilisation. Clairement, c'était sa vraie force. Et là, c'est difficile à juger parce que c'est moins efficace que d'habitude, mais en même temps, ça reste aussi excellent team, quoi. Donc il y a ce double effet qui se coule. On sait aussi que dans les chiffres, ça se voit un peu, mais il insiste un peu plus, je trouve, cette année sur le tir à mi-distance et sur des tirs un peu moins rentables qui, ne sont pas rentables, mais surtout sont pas trop sa force. Donc voilà, pour moi, il y a un peu cette impression de le volume est énormissime, mais je reste un peu sur ma faim sur l'efficacité en elle-même, quoi. Ouais, je comprends, et en même temps, je pense vraiment qu'il faut pondérer ça, où ça s'explique par. Il a toujours joué quasiment, ces dernières années, dans les meilleures années, il a toujours joué avec Chris Middleton, qui sa présence lui permettait peut-être justement de faire d'autres choses. Il avait peut-être moins à prendre ces tirs qui sont pas ses tirs préférentiels de base. Il a dû faire plus de choses immanquablement, et ça peut expliquer en partie, je pense, sa efficacité. Et en même temps, comme tu le dis, on est quand même sur des chiffres vertigineux.
enfin, les standards qu'il a posés sont tellement élevés que dès qu'il y a une baisse même peu notable, parce que tu vois, moi, quand je te parlais juste de souvenirs de tête, ça se voit pas vraiment statistiquement, oui. à moins de creuser. Mais tu fais ça. bien de dire qu'en creusant, on voit que dans le type de tir, dans l'efficacité globale, c'est moins fort. Donc, mais il faut vraiment creuser. C'est-à-dire que de base, ça choque pas du tout et c'est toujours il y a toujours un impact même psychologique chez les adversaires dès qu'il est présent sur le terrain. Donc, oui, je suis d'accord. De toute façon, c'était moins fort. Je crois pas que beaucoup de monde les votait comme MVP par exemple, alors que ces stats presque n'importe quelle autre saison dans l'histoire de l'NBA, ça pouvait suffire, je pense. Ouais. Surtout en ayant terminé premier de la conférence Est, de conf, ouais. même et de la Ligue aussi ou pas. J'ai même plus enfin, en tout cas premier de l'Est. Ouais. Et donc ouais, c'est ça, c'est presque l'injustice pour Giannis et ce sera la même chose pour Jokic. Enfin, dès qu'il y a s'il y a un léger déclin statistique, ça se fait, enfin, ce sera impitoyable pour lui, alors que c'est toujours un monstre absolu et qu'il a que 28 ans, comme tu l'as dit. C'est assez incroyable. Bah après, c'est vrai que tu vois, si on le compare à des gros volumes, c'est peut-être ça qu'il faut faire plutôt, le comparer à d'autres gros volumes plutôt que au commun des mortels. Bah, c'est vrai que lui, il est à plus 4% par rapport à la moyenne, son score est plus 4% plus grand que la moyenne. Là où Embiid, il est, je crois, à plus 13, par exemple, sur un volume énormissime aussi. Et Jokic, il est à plus 21%. Voilà, bon, Jokic, il est dans sa catégorie en elle-même. Mais après, ce que tu fais bien de dire aussi, c'est que son scoring est moins efficace. Donc forcément, ça a moins de valeur que s'il avait l'efficacité d'habitude, bien sûr, hein, de facto. Mais par contre, en termes d'impact sur le jeu, c'est vrai qu'il y a toujours la même dangerosité. Il y a toujours le même impact sur les défenses. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Il ne faut pas s'arrêter à l'efficacité en elle-même. Ouais. Il y a aussi le rayonnement de son scoring et de la menace qu'il représente, en fait. Parce que moi, ce que je regarde toujours, c'est qu'il n'y ait pas justement un meneur de haut niveau en termes de créativité, que n'est pas Jrue Holiday malheureusement, mais de créativité plus, vraiment d'élite à côté de Giannis pour l'optimiser sur des pick and roll ou des trucs comme ça. Ça serait absolument génial. Par exemple, Damian Lillard, mais bon, Milwaukee n'a pas les atouts. Interruption au montage. J'avais complètement oublié que j'avais dit ça dans le podcast. Elle est pas mal celle-là quand même, non? Non, franchement, là, on est entre nous là. On reviendra au Guillaume et au Shai du passé tout à l'heure, mais franchement, elle est pas mal celle-là. Non. Bref. Bon, c'était marrant. Bon, du coup, oui, pardon, je corrige ça. Je corrige ça au montage le 8 novembre. Ça y est, oui. On est content que Milwaukee et que Giannis ait enfin son porteur de balle d'élite. Évidemment, c'est enregistré en avance, hein, cet épisode, et celui-ci était enregistré, je crois, juste avant l'échange. Je suis allé voir ça. Enregistré quelques jours à peine avant l'échange de Lillard, et donc ceci explique cela. Bref, je vous laisse avec la conversation, mais je pouvais pas laisser passer celle-là. Mais non, sur le côté à quel point est-ce qu'il reste dangereux, pour moi, même si on sort des stats dans les matchs, j'ai pas noté des schémas défensifs moins agressifs pour tenter de l'arrêter, par exemple. Donc, clairement pas, non, c'est clair. Donc, voilà. Donc là-dessus, voilà, il faut aussi nuancer la nuance et dire que je pense qu'on est toujours sur quelqu'un qui, de par sa seule présence, va être amené à casser les défenses, à créer des décalages encore et encore, de par sa seule présence, de par ses actions, de par ses pénétrations, de par son jeu en post-up. C'est juste que, comparé à d'habitude, il est moins fort parce que il y a des fois il prend le turnaround jumper un peu trop ou il est moins efficace. Mais voilà, on reste quand même sur un impact offensif d'élite. Et puis même sur la défense, je sais pas ce que tu en penses, mais on est de nouveau sur un défenseur d'élite. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est pareil, toujours sur l'impression visuelle, il a peut-être été moins... j'ai eu l'impression peut-être qu'il était un tout petit peu moins impactant, mais je suis même pas sûr que ça se traduise dans les chiffres. Ça peut-être que tu me le diras, mais... pareil, on en a moins entendu parler dans la campagne pour le DPOY, quoi. Enfin, ce qui ne veut pas, ça veut dire c'est pas la vérité. Forcément, ça veut pas dire que le fait de ne pas être dans la discussion fait que t'es subitement plus un bon défenseur. Giannis, c'est une force de dissuasion assez incroyable qui peut défendre sur tous les types de joueurs. Ça, y a pas de souci. Mais là, comme ça, pour avoir pas mal regardé Milwaukee, je les trouve un tout petit peu moins dominant de ce côté-là cette saison. Et je me trompe peut-être sur les stats, me donnent peut-être tort. Au niveau des stats, c'est vrai que il a retrouvé en tout cas un rôle intéressant, je trouve, parce que ce qu'on avait surtout vu, c'est qu'en fait, comme c'est pas un pivot à proprement parler, il peut pas être une ancre défensive comme
comme peut être Brook Lopez, justement. Oui. Et tu sais, tu parles de ça, de la vision qui alterne par rapport au vote, mais j'ai l'impression que les gens ont un peu les gens, tout le monde, on a un peu du mal à juger correctement quand t'as deux joueurs qui font qu'une équipe est bonne. On n'arrive pas à séparer la valeur défensive de Mobley et Jarrett Allen, par exemple. On n'arrive pas à séparer la valeur défensive. Tu vois, cette année, c'était Brook Lopez d'arriver deuxième au défenseur de l'année. En 2020, c'était plutôt Giannis qui a été défenseur de l'année, alors que Brook Lopez était aussi très bon. Donc, c'est vrai. le Phoenix de 2021 ou 2021-2022, il y a une année, c'est Chris Paul qui est top 5 MVP et l'autre, c'est Devin Booker, alors qu'en fait, c'est surtout la combinaison des deux qui est très très bonne. Vrai. Donc on a un peu toujours cette difficulté, mais en tout cas ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a retrouvé du coup avec Brook Lopez une encre défensive qui lui permet d'être un peu plus libre dans un rôle de safety justement, et là-dessus d'ailleurs il est meilleur, mais il inflige la plus grosse perte d'efficacité au panier de toute la NBA sur les gros volumes à moins de 6 pieds, c'est-à-dire qu'il inflige moins 15%. Et pas moins 16, hein. Merci Azad, j'étais sûr de mes chiffres la dernière fois, merci Azad. Mais non, il est à moins 15, pas moins 16 de perte d'efficacité au panier, ce qui est premier de NBA, donc je dis. Mais voilà, c'est aussi la combinaison des deux avec Brook Lopez qui est intéressante, parce que pendant que Brook Lopez fait le fameux drop sur pick and roll, lui un peu plus en second rideau. Mais après, tu me rejoindras aussi, au-delà des chiffres, il y a un côté défense du panier, mais polyvalence aussi qui est très intéressante avec lui. Ah, bien sûr, c'est ça, c'est pareil, je le disais, sa seule présence intimide l'adversaire, rend tous les autres quasiment meilleurs. Enfin, et ça vaut aussi pour la défense. Hein. Quand il décide de se mettre sur un jeu sur un adversaire, quel que soit son poste, c'est tout de suite. Enfin, c'est un défenseur dominant. Je le maintiens. On le voit avec des énormes stats offensives aussi, même un nombre de passes décisives importantes pour un joueur de ce profil-là. Mais ça reste, c'est un two-way player. Yannis est un two-way player en fait. Hein, c'est ça. Et parfois j'ai l'impression que c'est pas bien intégré, alors qu'il a été DPOY et qu'il est tout le temps. Là, je crois même, je disais qu'il était moins dans la discussion, mais je crois qu'il a quand même eu une dizaine de votes dans le top 5 cette année, même s'il n'était pas proche de la tête. Mais ouais, il a un nombre aussi de présence dans les all defensive. Et puis il a que 28 ans, donc il est pas sur un déclin. Je pense pas qu'il soit sur un déclin physique qui implique une baisse d'efficacité défensive ou plus de difficultés à être impactant défensivement. Donc toujours à l'instant T, on est sur un joueur toujours absolument monstrueux et dont on peut peut-être considérer que la dernière saison, les derniers playoffs ont été un accident. Et il y a le côté blessure aussi qu'il faut pas oublier, où s'il est à 100%, ça finit peut-être pas pareil, quoi. Oui, ou alors si on lui promet une augmentation de salaire en fin de saison, par rapport à ça, à sa citation. Non, mais blague à part, on a ce côté-là où en défense, on a encore quelqu'un d'excellentissime. Après, pour moi, c'est un peu comme en attaque, c'est-à-dire qu'il va aussi dépendre pas mal du contexte dans lequel tu le mets. Il dépend du contexte, c'est ça qui va décider entre il est excellentissime ou alors élite et meilleur de NBA, quoi. Ouais. Mais tu vois, il est premier de NBA en termes d'à quel point est-ce qu'il arrive à infliger une perte d'efficacité au panier par rapport à la moyenne, par rapport à comment est-ce que les autres shootent d'habitude versus face à lui. Mais en même temps, si tu regardes aussi d'autres chiffres, en fait la défense elle tient mieux quand il y a Brook Lopez, quand il y a que Brook Lopez, que quand il y a que Giannis. Mais parce que c'est pas un vrai pivot, encore une fois, donc il a pas ce même rayonnement, ce même ancrage défensif que peut avoir un pivot comme Brook Lopez. Mais le defensive rating avec que Giannis est à 115, alors qu'avec que Brook Lopez il est à 108. Mais bon, déjà attention peut-être aux échantillons, et puis surtout la force c'est quand il y a les deux en même temps, surtout en fait. C'est quand Brook Lopez peut permettre à Giannis d'être cet effaceur, ce safety en second rideau, ce libéraux un peu à l'ancienne, quoi. Ouais. Mais en effet, tu vois, si on prend des comparaisons, rien que sur la défense, je trouve pas qu'il y ait un écart si grand que ça, par exemple, avec la défense de Adebayo ou Draymond Green, en fait. Je pense que je les ai quand même devant, mais on a une telle polyvalence et de telle force que Antetokounmpo est pas si loin que ça dans ce moule un peu de défenseurs polyvalents. C'est ça, c'est parce qu'ils sont plus estampillés joueurs défensifs, quoi. C'est la dominante de leur jeu, même s'ils ont d'autres atouts, hein, notamment en playmaking pour Draymond et même pour Bam Adebayo d'ailleurs. Mais oui, c'est. je pense que sa qualité offensive, enfin, sa production offensive fait que, comme je le répète, on oublie parfois que c'est un défenseur phénoménal et à la fin, quand tout sera fini, quand il aura terminé sa carrière et qu'on reviendra dessus et sur le joueur que c'était, et je pense qu'on se rendra compte qu'il y a eu très peu de joueurs qui avaient un tel impact des deux côtés du terrain dans leur registre respectif. Est-ce que tu penses qu'il est trop tôt pour dire qu'il a gagné son duel avec Jabari Parker ou pas ?
Alors, en plus, ouais, non, mais c'est triste parce que Jabari Parker, c'est vraiment un mec sur lequel ça fait partie des joueurs dans lesquels j'avais placé pas mal d'espoir. Ah ouais, moi aussi. Ouais. Non, mais peut-être naïvement, parce que je m'étais retrouvé à un camp c'était un camp organisé par Kevin Durant, je crois. C'était juste pour small forward. Enfin, pour ailier, quoi. Pour forward, il y avait aussi des postes 4, hein, et je l'avais vu faire une démonstration, incroyable. Enfin, du coup, j'étais devant et je me dis, mais le gars, il a une telle panoplie, une telle facilité, et il était même pas encore à Duke, tu vois. Ah ouais, c'était quoi, 2012 alors, 2012-2013, un truc comme ça? 2012, ouais. C'était 2012, si je dis pas de bêtises, ouais. Et visuellement, moi, je marche beaucoup à l'impression visuelle, et c'est pas toujours bon, hein, mais lui, il m'avait vraiment mis une claque, et le voir après avoir ses blessures et ses difficultés après à se stabiliser dans une équipe, au point de partir maintenant en Europe, c'est un peu dommage. Donc oui, je pense qu'on peut dire que Giannis a gagné son duel avec Jabari Parker. Ouais, je pense aussi. Voire même avec Shabazz Mohamed, hein, qui a été drafté juste avant lui aussi. Oui. Mais bon, on va pas faire tous les noms. Mais non, alors, je pense quand même que je garde Draymond et Adebayo défensivement au-dessus. Mais je pense qu'on n'est pas si loin que ça, quoi. On n'est pas si loin que ça, à mon avis. Mais ok, mais on peut aller vers le classement alors, si tu veux bien. Où est-ce qu'on l'imagine alors, vers la 30e place? Juste derrière. Non. Je pense qu'avec tout ce qu'on a dit, et en dépit de l'impression laissée par l'élimination en play-off, je peux pas le mettre hors du top 3, je pense. Oui. Déjà. Après, qui sortir. Là, le classement est établi, mais je pense que je le mets numéro 2. Personnellement. Numéro 2 devant Curry, ouais. J'avoue que numéro 2, c'était ma fourchette haute, on va dire. Pondération positive, évaluation un peu positive. Mais qui pouvait descendre jusqu'à 4, moi. Jusqu'à numéro 4. Donc derrière Embiid. Ouais, derrière Embiid, parce que pour moi, Embiid a peut-être moins... Son scoring a un peu moins de rayonnement collectif. On en a déjà longuement parlé, mais c'est surtout un peu des points pour lui. Et il n'a pas la même facilité que Jokic ou même qu'Antetokounmpo, d'ailleurs, de faire un peu ressortir sur certaines lectures de jeu ou quoi. Mais le volume est tellement énorme, et l'efficacité est aussi à ce point historique avec Embiid que j'ai presque offensivement, j'ai pas de mal à prendre la saison offensive de Embiid par rapport à celle de Antetokounmpo. Après, la question sur le duel, c'est à quel point est-ce que la défense d'Embiid, à quel point est-ce que la défense de Giannis peut le faire passer devant Embiid aussi. C'est ça, parce qu'Embiid aussi, il a dans les pattes d'une saison de Defensive Player of the Year, s'il le veut presque, hein, s'il le décide. Mais je pense que... T'es peut-être un peu moins d'accord avec moi que sur l'attaque, d'ailleurs, non? Ouais, peut-être un peu. Mais d'accord. Okay. Non, mais j'entends, je comprends. Hein. Mais moi, ce qui me fait mettre Giannis aussi haut, je pense, et c'est un critère un peu d'impondérable, de l'ordre du leadership et de la capacité à emmener une équipe loin. C'est peut-être bêtement ça, et c'est peut-être pas le bon raisonnement pour classer des joueurs individuellement, hein, mais on a déjà vu Giannis emmener régulièrement son équipe loin, voire jusqu'au titre, et Embiid a eu plus de mal à être ce leader, même sur le plan du jeu, à ce que les autres rayonnent en sa présence. Mais c'est pas des qualités, c'est pas forcément les qualités qu'on recherche pour le classement, hein, je sais pas, mais dans mon esprit, c'est ça qui me fait mettre Giannis devant, je pense. Mais j'entends parfaitement que, surtout avec ce qu'a fait Embiid cette saison, sur le plan individuel, ça c'est pas déconnant de le mettre devant Giannis, peut-être, hein, mais... Bah oui, Embiid, quand même, la 3e année qui finit 2e au MVP. Donc, oui. Oui, si j'avais eu un droit de vote, oui. Je pense que c'est ce qui serait produit, mais... Non, en plus je vanne Embiid alors que je suis en train d'argumenter pour qu'il soit au-dessus d'Antetokounmpo. Mais non, mais tu vois, moi en plus, ma fourchette haute, en vrai, la vraie fourchette haute un peu plus théorique, pour moi, elle est devant Jokic. Mais si on avait un Antetokounmpo optimisé des deux côtés du terrain, c'est-à-dire vraiment en attaque, plein d'espace dans lequel opérer, et un passeur génial pour le mettre en condition, qui peut-être boosterait son efficacité, et ce côté-là ferait que il y aurait moins de création offensive un peu directe comme Jokic, mais le combo attaque plus défense, pour moi, pourrait le faire être numéro 1 dans une très bonne année où il est très efficace, optimisé des deux côtés du terrain, etc. Mais bon, en même temps, on prend le de facto. Donc cette année, il n'a pas été complètement optimisé, je trouve. Il n'a pas été complètement efficace. J'avoue que moi, je mettrais bien Embiid devant, mais comme toi, tu l'avais 2e, ça me va aussi de couper en deux, du coup.
Après, moi, de mettre ça, 3. ça me choque pas, hein, je voudrais pas. Mais Non, mais si j'invite des gens, c'est aussi pour écouter leur avis. Donc, justement. Non, mais on peut. Je te dis, moi, je l'avais 4, tu l'avais 2, on peut le mettre 3. on peut le mettre 3, effectivement. Si on coupe en 2. Ouais, c'est. Ok, faisons comme ça alors. Faisons comme ça. De toute façon, on peut le mettre 4, on peut le mettre 2, on peut le mettre 3. De toute façon, on aura des retours. C'est sûr. Bon, c'est le but du jeu aussi. C'est le but du jeu. Alors tiens, petit quiz pour finir donc. Et nous sommes en tout début de saison. Nous sommes le 22 octobre 2022. Une action marquante, c'est un poster dunk sur un petit chouchou du Basket Lab, mais pourtant je le fais quand même. Sur Sengun, un poster dunk sur Sengun. Ouais. Alors j'ai pris le premier parce qu'au match retour aussi, il y a aussi un poster sur Sengun. Mais j'ai pris le premier, j'ai pris celui à Milwaukee, si je dis pas de bêtises. Et donc, es-tu capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment où ce pauvre Sengun se fait postériser? Alors j'espère que c'est moins underground que sur le match précédent des Bucks qu'on a évoqué, mais un peu moins. Un peu moins. Bon, alors, donc avec Yanis, j'imagine qu'il y avait Jrue Holiday. Exactement. Il y avait sans doute Brook Lopez. Et toujours pas. Il veut pas. Il est contrariant, Brook. Alors le backup de Brook Lopez est très intéressant puisque justement il a un peu disparu ensuite. Nous sommes le 22 octobre, donc on sortait des training camps et tout, c'était un peu la recrue. Il vient de signer au Bayern Munich. Ça te parle ou pas? Voilà, c'est l'indice qu'il me fallait. Bah oui, donc c'était Serge Ibaka, ok. Exactement, c'est Serge Ibaka qu'on a presque oublié. Ouais, c'est vrai. Qui devait y avoir d'autres avec. Alors cette fois, il y avait 2 meneurs sur le terrain. Cette fois. Ah, donc cette fois, Javon Carter était là? Tout à fait, exactement. Okay. Il y avait encore Grayson Allen peut-être? Et il y avait Grayson Allen, exactement. Le croche-patte était là. Donc tu as les 5 des Bucks. Ok, et donc tu m'as dit que c'était contre Houston, hein, c'est ça, puis qu'il y avait Sengun. Donc avec Sengun, il devait y avoir Jalen Green. Il n'était pas sur le terrain, non. Pas sur le terrain. Jabari Smith. Jabari Smith est sur le terrain, oui. Ok. Kevin Porter Jr. Exactement, Kevin Porter Jr. Décidément, j'ai fait mes fiches il y a quelques temps, mais l'actu est pas très bonne entre Kevin Porter, Kai Jones, etc. Est-ce qu'il y a un joueur que j'aime beaucoup? Est-ce qu'il y avait Tari Eason? Il n'y avait pas Tari Eason. Il te manque 2 arrières. Deux arrières. Alors il y en a un, c'est un arrière très shooter qui d'ailleurs a fini à Atlanta cette année. Une sorte de JJ Redick, shooter en sortie d'écran, qui avait fait de bons passages dans le Washington de Westbrook. Ah oui, c'est Garrison Matthews. Exactement, Garrison Matthews. Voilà, tu m'impressionnes. Garrison Matthews, tout à fait. J'ai pas de mérite, c'est les Fantasy League, je t'ai dit, tu te mets à suivre des mecs parfois, des mecs tu regardes les matchs où ils sont et puis tu t'attaches. Et donc si tu me dis qu'il manque un deuxième arrière. Il manque un deuxième arrière qui a été drafté il y a 2 saisons et qui vient d'être échangé aux Memphis Grizzlies, puisque Houston a un peu fait le ménage de tous ces jeunes-là. Donc il y en a qui ont été un peu échangés. Et donc lui, il a atterri à Memphis. Moi, je l'aime bien. Et Memphis, apparemment... Memphis, tu sais, le front office qui aime bien les joueurs un peu hipster de draft. Ils l'ont récupéré aussi. Ouais, c'est ça. Arrière athlétique, on va dire. Josh Christopher. Exactement. Josh Christopher, ouais, tout à fait. Ouais, parce qu'à un moment, ils avaient un paquet d'arrière. Ils avaient Dyson Nix aussi. Oui, tout à fait. Tai Washington qu'ils ont envoyé. Tai qui a changé 18 fois de franchise depuis la et qui d'ailleurs est à Milwaukee maintenant. Milwaukee en two-way. En tout cas, actuellement. Au moment où on enregistre, il est en two-way à Milwaukee. Et ils sont débarrassés aussi de Ousmane Garouba, qui je crois va revenir peut-être en Europe du coup, d'après les dernières rumeurs. Ouais, mais voilà. Ça. Mais non, mais Josh Christopher, je suis un peu déçu. Enfin, on verra ce qu'il fera à Memphis, mais moi j'aimais bien à Houston. Ouais, c'est un bon joueur. Mais voilà donc pour le premier poster de l'année sur Sengun. Après, il y en aura un deuxième. Malheureusement, ça fait mal au Basket Lab, à toute la direction du Basket Lab. Enfin, c'est moi en gros. J'aime beaucoup Sengun aussi. Sengun, futur Jokic, mais c'est un débat pour une autre fois. Et donc, je rappelle le classement. Donc, on a inséré Antetokounmpo à la 3e place entre Stephen Curry et Joel Embiid. On a inséré Fred VanVleet un peu plus bas, autour de la 50e place, du coup, si je dis pas de bêtises, à côté de Marcus Smart. Derrick White et Michael Porter Jr. se suivent entre Wiggins et Malcolm Brogdon.
Et puis Austin Reeves un peu plus bas, vers les jeunes créateurs de type Therese Maxey et Tyler Hero. Il est coincé entre les deux, autour de ce qui est vers la 65e place, du coup, à peu près. Et donc voilà pour la QV du jour. Et en tout cas, merci beaucoup, Shai. Pardon, j'allais dire Shai. Merci beaucoup, Shai, d'être venu sur Basket Lab. Histoire de finir comme on a commencé. On boucle la boucle. Non, merci beaucoup d'être venu sur cette série. Merci à toi, c'était un exercice super sympa et puis ça permet de parler un peu des joueurs et c'est assez intéressant. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, évidemment. J'espère que, en particulier, le petit intermède sur Lillard et Giannis aura été marrant. Encore une fois, pour l'expliquer très simplement, c'est juste que j'ai prévu cet été, pas l'été dernier, mais cet été, du coup j'ai appris de mes erreurs, j'ai prévu plein d'enregistrements en avance. Et effectivement, avec Shai, on a enregistré juste avant le trade de Damian Lillard, ce qui donne un peu ce moment comique où, encore une fois, les grandes prédictions de Guillaume du Basket Lab s'avèrent totalement fausses. Le fameux Milwaukee n'avait pas les atouts pour Damian Lillard. Je crois que j'avais dû le tweeter aussi, donc bref. Les grandes prédictions de l'oracle du Basket Lab sont, encore une fois, on est sur un 100% de réussite de 0. Tout est faux. Tout est faux. Mais bref, et donc, la prochaine fois, on se retrouve pour le 23e et dernière QV de notre top 100. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Shai d'être passé sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.